Tu dois te dire, ok, en moyenne ici, combien de temps ça prend? Quelle énergie ça demande? Quelles ressources sont mobilisées? Qu'est-ce qui pourrait faire que la personne est encore plus satisfaite? Pareil ici, pareil là, pareil là. Et pour ça, tu risques malheureusement dans cette étape 1 de souffrir et 2 de vouloir micromanager. Et ça, c'est la pire des choses à faire et ça va peut-être t'empêcher de scaler. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent, c'est de l'énergie, c'est énorme, t'as pas envie de faire ça. Si on comprend la psychologie de certains dirigeants, on peut hacker le game et ne jamais être dans un océan rouge. Tu aurais à gagner à te positionner sur une offre auprès de ces typologies d'entreprises. Le but, c'est finalement de se poser la question, qu'est-ce qu'on délègue, qu'est-ce qu'on automatise, qu'est-ce qu'on supprime? Le point clé, ça tient en un mot, c'est voici Stéphanie, à la tête d'un cabinet de pilotage stratégique pour PME. Mais aujourd'hui, le cabinet, c'est elle. Avec près de 180 000 € de chiffre d'affaires, 98% de marge et un taux de conversion à 98% et des clients fidélisés sur plusieurs mois, tout laisse croire qu'elle scale. En réalité, c'est la partie visible de l'iceberg, parce que derrière ces chiffres, tout repose sur une seule personne. Premièrement, son positionnement l'enferme dans la masse. Aujourd'hui, elle ressemble à une DAF externalisée parmi d'autres. Elle vend de la compétence, pas un modèle. Résultat, les bons clients ne la voient pas et les mauvais la sous-payent. Deuxièmement, zéro offre scalable, signifiant un plafond de verre garanti. Chaque nouveau client est un nouveau chantier sur mesure. Elle bosse trop, facture trop peu et ne peut recruter sans imploser. Enfin, aucune équipe, aucun relais, aucun socle, pas d'organisation interne, pas de rôle, pas d'OKR. Elle vise 2026 avec une structure qui n'existe pas encore. Une réalité qu'on ne peut pas nier. Stéphanie ne pourra jamais scaler une entreprise qui ne vit qu'à travers elle. Alors, dans ce consulting, on va la sortir du modèle solo déguisé en cabinet, repositionner son offre pour créer de la valeur perçue et délégable, construire un modèle rentable, packagé et récurrent, jeter les bases d'une vraie équipe et d'un rôle de CEO. Bienvenue dans les coulisses du scale. Avant de démarrer le consulting, on a besoin de vous. Dites-nous en commentaire dans quel secteur vous aimeriez voir le prochain épisode. Bâtiment, restauration, médical, commerce, industrie ou autre. On sélectionnera les plus demandés. Stéphanie, comment tu vas? Ça va, très bien. Magnifique. Merci. Bienvenue à nos côtés. Hyper content de pouvoir faire ce consulting. Il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir évoquer, traiter, creuser. On a déjà pris connaissance de l'ensemble du dossier et on sait déjà où on va orienter. Ce que je propose, c'est que rapidement tu nous présentes ton entreprise, qu'on fasse un point global de la situation. On creusera sur certains sujets et ensuite on déroulera la suite. Avec plaisir. Superbe. Donc Stéphanie Valois, je suis dirigeante et fondatrice du coup de KRQ Gestion. KRQ Gestion, c'est un cabinet de direction administrative et financière externe qui a pour vocation de libérer et de révéler, libérer la charge mentale des dirigeants en leur offrant un copilote stratégique, financier et organisationnel et également libérer la valeur de l'entreprise pour qu'elle puisse rayonner et se pérenniser. KRQ Gestion, il a pour vocation du coup de libérer les dirigeants en fait de PME, principalement de la solitude stratégique, organisationnelle et financière. Pour une raison assez simple, c'est que ils ont tous besoin d'un copilote de confiance pour vraiment structurer leur entreprise, pour aussi déployer la valeur de leur entreprise et aussi révéler tout ce qu'ils savent faire au niveau de leur cœur de métier. J'ai donc conçu un cabinet de direction administrative et financière externe il y a 2 ans, qui est là pour accompagner ces dirigeants sur le plan vraiment opérationnel. Donc avec une vision 360 pour des moments clés et des caps à passer qui sont la croissance, l'hypercroissance, la transformation, la restructuration, on va dire, de business model et enfin la transmission d'entreprise qui me tient pour le coup à cœur. Ma raison d'être, elle est vraiment très forte. C'est un why qui tient depuis pratiquement toute petite pour le coup et je veux vraiment libérer cette charge mentale du dirigeant sur le terrain et révéler en fait toute la valeur de son entreprise. Rapidement, pourquoi ça te tient particulièrement à cœur la transmission? Je l'ai vécu 3 fois à titre personnel plus mes clients. Okay. D'une part, transmission d'entreprise familiale. J'ai souhaité racheter 2 fois en fait de boîtes, donc je connais bien le processus et donc j'y reviens toujours en fait. D'accord. Et c'est un processus que j'aime beaucoup. Au prorata, tu as combien de pourcentage de tes clients qui sont sur de la transmission par rapport à d'autres missions? Aujourd'hui, je suis à peu près à 20% en fait de transmission et d'opérations de transmission en amont. Préparation 3 à 5 ans et aussi soit reprise, soit intégration de croissance externe dans le groupe. D'accord, donc ça représente 20%. Ouais. Très clair. Ok. On a un cadeau pour vous. Dans nos consultings en live, on aide les entreprises à accélérer leur croissance et à répondre à leurs enjeux. Et aujourd'hui, on a décidé de vous faire une surprise. On fait gagner
à l'un d'entre vous un consulting live stratégique 100% offert du même type que vous êtes en train de regarder. Si vous voulez tenter votre chance d'être tiré au sort, il vous suffit simplement de remplir le formulaire accessible dans la première ligne de la description juste en dessous. Et ce n'est pas tout. L'intégralité des entreprises qui posent leur candidature seront rappelées par un membre de notre équipe afin de bénéficier gratuitement d'un audit 360 de leur entreprise pour analyser leur situation actuelle et vérifier leur éligibilité à ce tirage au sort. Pour l'entreprise tirée au sort, une prise en charge complète sera faite par mes équipes pour préparer le consulting qui se déroulera sur cette chaîne avec Anis et moi-même, point par point, pour repartir avec un plan concret pour scaler. Ça peut littéralement changer la tournure de votre entreprise. Alors, tentez votre chance maintenant en cliquant simplement sur le premier lien dans la description. Donc raison d'être comme présenté, donc l'objectif c'est vraiment de soulager ça et c'est aussi de ne pas être une DAF classique, entre guillemets, je vais appeler ça qui pilote que les chiffres. C'est vraiment de lier la stratégie à la finance, bien sûr c'est important, mais aussi à la performance de l'organisation et donc la performance globale en fait de l'entité. Je suis vraiment à la croisée de ces chemins-là, ce qui est un peu différenciant et j'intègre aussi du coup tout ce qui est plan RSE, donc l'extra-financier. Parce qu'une entreprise, elle ne peut pas que se valoriser sur des chiffres aujourd'hui, on va dire financiers. Il y a plein d'autres choses sous-jacentes dans la valeur d'une entreprise. Au niveau des chiffres clés, donc j'ai créé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, donc je suis partie toute seule avec mon réseau entre guillemets. La première année, donc j'ai fait un chiffre d'affaires de 180K, en sachant que ma marge aujourd'hui, elle est de 98%. Ce qui change, c'est mes déplacements en fait, grosso modo que je rentre dans ma marge opérationnelle, mais sinon j'ai pas grand-chose. Mais parce que justement, tout dépend de toi aujourd'hui, quoi. Ouais. Et mon bureau, c'est ma voiture. Ok. Voilà, pour voilà, grosso modo. Donc effectivement. Donc tu es en mode artisan, tu gères tout toute seule. Exactement. Ça veut dire que tu te déplaces chez les clients alors? Ouais. Ok, en présentiel. J'avais besoin aussi cette phase-là pour vraiment trouver mon offre et mon modèle. On va dire sortir aussi, on le verra après, mais du TJM qui est trop connu en fait dans nos métiers. Et pour construire, on va dire l'offre terrain que j'ai trouvé depuis et que j'ai packagé pour le coup. Donc pour moi c'est un vrai, même si c'était 1 an d'artisan, pour le coup c'est un vrai gain de temps pour la suite. Taux de conversion, donc effectivement je fonctionne et encore aujourd'hui exclusivement en recommandation. J'ai LinkedIn qui commence aussi à me rapporter quelques clients mais que j'ai pas encore assez activé, je trouve à mon goût. Okay. L'avantage de ça c'est que dès que je vois quelqu'un, sauf si vraiment on n'arrive pas à trouver un accord, notamment sur la mission, je signe à chaque fois. Donc on va dire que j'ai à peu près 98% de taux de conversion. C'est-à-dire, tu trouves pas un accord sur la mission, tu signes quand même? Non, je signe pas dans le sens où en fait la mission, soit c'est pas le bon timing, j'ai rien à apporter, soit c'est pas assez le cœur de métier aussi que je veux faire. D'accord. Et donc clairement, je apporte pas de valeur ajoutée, ça sert à rien. D'accord, et donc tu le gardes dans un pack, t'as un CRM ou comment ça se... Ok. Exactement. Quel CRM? J'ai un CRM qui est assez complet puisque ça gère l'opérationnel qui s'appelle Furious Squad. D'accord, ouais. Et que j'aime bien parce que ça permet de suivre mes projets en fait derrière. Donc il t'offre la data dont tu as besoin. Exactement. Ouais. Ok. 25, donc je viens de recruter quelqu'un parce qu'à un moment je peux pas être que dans l'opérationnel en permanence. Donc cette personne arrive le 1er novembre. Et il te coûte 1% de marge. Ouais, en 2025. D'accord, ouais. On est d'accord. En 2025. Il a 2 mois, quoi. Ouais. Donc, effectivement, comme l'objectif 26 le souligne, ça va être un peu différent. Et encore, l'objectif est ambitieux, clairement, mais voilà. Donc, il va être responsable, pour le coup, du pilotage financier de la data. Ok. Pourquoi? Parce que je passe trop de temps, justement, sur le plan opérationnel à trier ces informations pour avoir une performance derrière. Et comme j'essaie quand même de changer un peu mon tunnel d'acquisition, entre guillemets, de pas faire que de la recommandation, j'ai pris un prestataire pour l'instant, donc depuis septembre, qui travaille sur l'acquisition et le copywriting. D'accord. Donc c'est en plein test dessus. Je suis sur ton LinkedIn là en même temps, Ouais. donc je vois qu'il y a le réseau MEDEF qui t'apporte pas mal de clients, j'imagine aussi, de la reco au travers de ça. Les posts sont bien, les photos sont belles, les vidéos aussi, c'est bien exécuté. C'est toi qui t'en occupes personnellement ou c'est justement ce prestataire? Non, Tu fais c'est moi. tout toute seule. Ouais. Ok, très clair. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que visiblement tu le fais bien, parce que tu connais ton avatar, tu connais ton métier et ça doit aussi, c'est ce qui fait que c'est performant. Et 26, c'est vraiment pour le coup d'accélérer clairement les choses parce que j'ai beaucoup travaillé aussi sur ma posture de CEO que je veux prendre et donc sortir de cet artisanat, ça a toujours été l'objectif. J'ai jamais voulu rester seule parce que je veux vraiment remplir pas mal de besoins des dirigeants. Donc là, c'est vraiment de scaler pour le coup. J'ai l'offre. Pour moi, il me manque en fait l'équipe pour sortir justement de cet opérationnel et délivrer un service qui va passer du one shot au récurrent. Et donc, c'est parti quoi.
Maintenant que j'ai signé le premier CDI, ça devrait aller. Mais par contre, il y a tout à structurer pour le coup. Et le plus dur pour moi aujourd'hui, c'est d'éduquer mon marché. DAF, c'est facile. Et encore, il y a très peu de PME qui font appel à des DAF externes parce que ça fait peur tout de suite, c'est cher. Et en plus de ça, j'ai une vision particulière. Donc, c'est de passer de ça à ce que je veux pousser sur, on va dire, peu importe 5 ans. Et ça, là, il y a du boulot, quoi. C'est le plus compliqué. Concernant la rétention client sur 2025, tu as la data ou pas? Tu as une target sur 26, mais pas sur 25? Non, alors c'est pas fou, clairement. Alors j'ai fait, pour l'instant, j'ai fait à peu près donc 16 clients là sur 25, et donc j'arrive à en garder 3, dans le sens où les sessions d'entreprise, tu vas pas forcément les garder en fait tout de suite. Ça veut pas dire qu'ils vont pas revenir dans 1 an pour le coup. Et d'autres où aussi, j'ai clairement testé mon modèle packagé cette année et que je les aime beaucoup, mais j'ai pas forcément de volonté de les garder, on va dire pour l'année 26. Donc ça m'a permis aussi de trier pas mal ma cible pour le coup. Donc je repars pas de zéro, mais voilà, il faut que je réactive ça dans un autre modèle pour le coup. Tu pourrais nous partager ta vision sur 5 ans? Tu disais le nouveau modèle, la nouvelle vision. L'objectif, c'est vraiment d'enlever en fait le mot direction administrative et financière, qui est beaucoup trop réducteur aujourd'hui, et surtout qui est trop comparé à mon océan rouge, entre guillemets, qui sont les experts comptables, les consultants en finance, ce que je ne fais pas du tout. Donc l'objectif, c'est de devenir, pour moi, je crois à mon avenir, de la direction de l'impact et de la valeur de l'entreprise au sens large, qui regroupe pour le coup plusieurs piliers. Bien sûr, le pilotage financier, mais le pilotage de la data, en fait, finalement, au service de la performance. La gestion de la gouvernance, parce que tant que la tête est pas bonne, le reste, ça marche pas trop. Donc ça, c'est vraiment l'animation de codir, de stratégie, avoir des codires qui arrêtent d'être dans l'opérationnel, mais qui sont vraiment au service de la stratégie, qui guident une entreprise sur son impact et sur sa raison d'être et sa mission. Et enfin, le dernier pilier qu'on laisse un peu tomber, notamment en France en ce moment, au vu du contexte exceptionnel, c'est quand même l'aspect environnemental et sociétal, qui de toute façon est sous-jacent, puisque aujourd'hui, les entreprises, elles sont contrôlées en sous-jacent là-dessous par les grands groupes, qui notamment sont régis par les systèmes européens, et qu'on ne peut pas évincer ce sujet-là. Et donc, même si là, on a une situation de crise, il est un peu repoussé, mais pour le coup, il est bien là et il doit être traité assez rapidement, que ce soit en termes de réchauffement climatique, etc., etc. Donc, ce que je veux vraiment, c'est travailler sur ce pan-là qui est beaucoup plus global et amener les PME à en fait avoir ça sur le long terme. Et là où c'est un peu différenciant, c'est d'avoir cette direction totalement externalisée à leur entreprise, chez moi pour le coup, chez Kerkus. Je rebondis juste sur le dernier point là, environnemental, donc cette politique RSE que tu veux implémenter dans les boîtes. Imaginons, moi je suis sensible à ça, je suis intéressé, tu m'as éduqué, etc., je suis dans ton funnel. Pourquoi je choisis toi plutôt qu'une entreprise qui est complètement spécialisée là-dedans? Vision 360, c'est-à-dire que... Mais si mon besoin c'est uniquement ça. Vision en silo, pas bon pour la suite. Okay. Le but, c'est une boîte aujourd'hui, elle peut plus bosser en silo sur ses pôles et notamment sur ces sujets-là. Pourquoi? Parce que la direction financière, elle travaille beaucoup le risque. Okay. On prend un exemple. J'habite à côté d'un endroit où il y a un fleuve. Aujourd'hui, ton entreprise, elle doit être construite pour une inondation. Donc, si tu prends pas le risque assurantiel, le risque de construction qui est beaucoup en fait dans la direction financière et qui donc travaille sur comment je finance ça au niveau de l'entreprise et comment je pilote en fait mon organisation, ça marche pas. Donc, tu vas avoir un pôle qui va, ou peu importe, un consultant qui va prendre des décisions un peu seul, mais qui va pas avoir cette vision 360 qui est primordiale en fait pour plein de raisons. Ok, clair. À challenger. Mes problématiques aujourd'hui, en tout cas actuelles, c'est effectivement d'arriver à escaler, de passer, même si c'est initié et c'est pas assez suffisant, d'une offre du coup vraiment signature et de pouvoir monter en charge sur cette offre avec l'équipe sur 26, de sortir de tout du full recommandation et d'avoir une certaine notoriété clairement aujourd'hui par rapport à ma vision, c'est l'objectif, d'aligner mes équipes et de déléguer. Ce qui n'est pas forcément toujours facile pour le coup, et d'incarner cette culture de l'excellence qui est très très importante pour moi. Le service client, l'expérience client, il est capital. J'ai travaillé 3 ans là-dedans, donc c'est indéniable pour moi. Et enfin, vraiment continuer à exploser mon océan bleu, entre guillemets, et d'avoir cette différenciation qui fait que j'ai mis une longueur d'avance à tout le monde, en fait, clairement. Tu le ressens ? Que je mets une longueur d'avance à tout le monde, oui, sur le terrain. J'ai beaucoup de mal à le pousser, à l'écrire, à communiquer dessus. Pourquoi? Je pense que c'est pas ma zone de génie pour le coup et qu'il faut que je trouve des personnes qui incarnent, enfin pas qui l'incarnent pour moi, mais en fait qui l'écrivent pour moi parce que c'est pour le coup c'est un métier. Je trouve le market et je pense que je suis trop timide là-dessus, même si j'ai beaucoup progressé. Mais il faut que j'y aille beaucoup plus. Mon avatar type, alors c'est vrai que là-dessus, pour le coup, je connais les dirigeants de PME par cœur. Je les ai connus toutes petites dans l'entreprise de mes parents. Je les ai connus le soir chez mes parents. Les problématiques des dirigeants, pour le coup, c'est en moi, c'est ancré. Je les ai accompagnés pendant 20 ans. L'objectif, c'est de travailler sur une cible de PME
Sur des dirigeants, on va dire entre 30 et 350 collaborateurs, je m'inquiète pas trop de la taille du chiffre d'affaires, ça veut pas dire grand-chose. Dans des phases clés, donc qui sont la croissance, l'hypercroissance, la restructuration, ou la mutation de modèle qui est quand même un vrai sujet aujourd'hui, et la transmission. Et c'est vraiment les dirigeants qui ont perdu le cap, qui sont noyés en fait au quotidien, qui arrivent plus à communiquer sur leur vision et leur raison d'être pour le coup, donc qui ont besoin de structurer, qui ont besoin de sens et qui ont besoin de mesurer en fait la valeur qu'ils dégagent pour emmener les équipes là-dedans. Donc ils ont besoin vraiment d'être écoutés avec des personnes de confiance pour le coup, c'est capital. On touche des sujets extrêmement sensibles et ils n'ont pas envie que tout le monde le sache forcément. Donc ça, je suis très très attachée à ça et c'est aussi comme ça, j'inspire énormément confiance pour le coup là-dessus. Et ils ont besoin d'être réalignés en fait à pourquoi ils se lèvent le matin, pourquoi ils bossent et d'arrêter d'être pris dans l'opérationnel tout le temps et en vision court-termiste, urgence pompier en fait. Important aussi, je ne travaille pas sur les startups. Je ne fais pas de levée de fonds, de choses comme ça. C'est des modèles très spécifiques. Moi, j'interviens plutôt sur des sociétés qui sont en hypercroissance mais avec une certaine maturité parce que le but c'est d'aller travailler principalement bien sûr sur le chiffre d'affaires mais aussi sur les charges et sur les modèles qui sont en dessous. Et la start-up, la rentabilité est toujours compliquée à avoir au début en fait, c'est particulier. Mon modèle donc d'acquisition, donc j'en ai parlé un petit peu, c'est effectivement donc déjà modèle économique. Donc là, j'arrive à passer gentiment, entre guillemets pour l'instant, mais c'est vraiment l'accélération que je veux en 26, d'un modèle one-shot à un modèle récurrent, même si je vais toujours avoir des opérations one-shot spécifiques, ça c'est sûr, qui sont à haute valeur ajoutée pour le coup et qui sont extrêmement rentables. Mes sources de revenus, mon chiffre d'affaires bien sûr, dans le sens où donc j'arrive à packager, je suis sortie du TJM, d'où le fait que j'ai réussi à faire autant de clients cette année, à créer des templates et donc du coup à pas réinventer forcément la roue à chaque fois. Donc ça c'était mon gros travail de cette année pour le coup. Et comme je disais donc d'avoir des prestations un peu plus ponctuelles sur des missions spécifiques où on vient me chercher pour avoir mon avis aussi et mon expertise. Et source d'acquisition, donc pareil, aujourd'hui 90% de recos grâce à mes réseaux et à la notoriété locale en fait effectivement que je pousse comme tu l'as dit Alec. LinkedIn qui pour le coup aussi est une source, j'ai fait des très beaux deals pour LinkedIn. Ça représente encore que 10%, c'est pas évident pour un dirigeant d'acter, en tout cas de me contacter à date. Et enfin, le but c'est d'aller pousser l'acquisition, donc je suis en train d'essayer de construire une VSL et de monter un tunnel d'acquisition pour voir les choses un peu autrement sur les plateformes, on va dire digitales. Sur ce sujet VSL, là, t'en es où actuellement? Je suis au script de la VSL. Ok. Je vois dans ma base de données qu'il devait te livrer ça fin septembre. Plutôt fin octobre, la VSL. Ouais. Ils m'ont fait travailler la newsletter en amont. D'accord, ok. Du coup, on a lancé la newsletter et Okay. là, du coup, on travaille sur le script de la VSL en ce moment. Ok, objectif lancement officiel mi-novembre. Ouais. Offre signature, donc ça, c'est vraiment ce que j'ai trouvé cette année. J'ai clairement tâtonné en l'année d'avant. Le but, c'est ce que je précisais, c'est vraiment d'avoir, on va dire 5 piliers, mais en tout cas d'avoir une offre à tiroir. Pourquoi? Parce que j'ai des maturités différentes à chaque fois d'entreprise. Ce qui veut dire que des fois, je suis obligée d'ouvrir un tiroir avant d'ouvrir le second, et que ça fait peur aux dirigeants d'ouvrir tous les tiroirs d'un seul coup. Donc ça, c'était ça où j'avais un peu du mal à le formater. C'est en gros, ça reste toujours le même objectif à la fin, pérenniser la boîte, l'organiser, la structurer clairement et apporter une sérénité aux dirigeants. Mais par contre, il y a des niveaux de maturité différents selon comment déjà est la boîte à l'heure actuelle et comment le dirigeant est prêt à se lancer au début, en fait. Après, en général, ça défile plutôt bien, mais c'était trop tôt et surtout, il y avait aussi besoin de choses techniques. Je prends la tech et la data, même si j'adore apprendre, clairement me mettre précisément dans des outils, c'est inimaginable en termes de temps et de formation aujourd'hui. Donc là, j'avais besoin d'équipe aussi là-dessus pour affiner cette offre-là. Du coup, elle est vraiment constituée donc de 3 piliers qui sont du coup le pilotage financier, mais aussi la sécurisation du pilotage financier. En fait, je vois trop de dirigeants qui ont leurs états financiers 6 mois après la clôture, qui n'ont pas travaillé leur data, donc pas d'analytique, etc. Donc c'est vraiment tout ça, l'implémentation de SI. Et ensuite, on utilise les bons KPI pour vraiment avoir des leviers importants, pour le coup. Et le plus gros frein, c'est en fait les équipes en interne, d'où le fait que je veux externaliser ça, parce que sinon, je prends trop de temps à pousser les personnes dans les boîtes, à les formater, etc. Ensuite, c'est tout ce qui est donc valeur au global et performance durable. Donc, comme je disais, on peut pas faire l'un sans l'autre aujourd'hui, c'est inimaginable. Et enfin, tout ce qui est la gouvernance et le pilotage de la gouvernance, parce qu'il y a aussi des vraies problématiques entre associés, de dialogue, d'évocation de la stratégie lors des CODIR ou des COMEX. Et donc ça, l'objectif, c'est de les guider aussi là-dessus et de les animer donc de façon trimestrielle ou mensuelle en tant qu'intervenant externe, pour le coup.
Très clair. Donc voilà, on ouvre des tiroirs un peu à chaque fois en fait. Ouais. Et donc c'est une offre globale packagée. Ou à chaque fois, chaque tiroir, tu payes quelque chose en plus. Ouais, non, en fait, tu vas ouvrir des tiroirs. À chaque tiroir, tu vas avoir une action qui va être, ou des actions qui vont être réalisées précises. Donc un objectif, une action, des livrables et donc un forfait. D'accord. Le forfait, il va varier selon des fois les tailles de boîte ou la maturité. Quand il faut faire plus, par exemple, t'as pas de SI financier et qu'il faut tout mettre en place, tu vas pas avoir le même prix et le même temps passé que là où t'as déjà un que tu dois juste paramétrer. Donc voilà. Et donc à chaque fois, j'ouvre ces tiroirs-là et je vends ces tiroirs-là, en fait. Ok. Le but, donc, c'est effectivement de mettre le client dans un parcours. Donc, au début, mécaniquement, il faut toujours un audit. C'est quand même mieux pour faire un état des lieux et qu'on soit bien d'accord sur le plan d'action qu'on définit. Donc, en fait, je définis le besoin. On est OK sur ce sur quoi on va arriver. Je fais l'audit et ensuite, on se retable sur le plan d'action précis là-dessus pour être sûr, par rapport à ce que j'ai découvert, etc., qu'il n'y ait pas d'autres choses. On active en fait tous les tiroirs. Je les réalise aujourd'hui. Et ensuite, le but, c'est de passer à un accompagnement long terme, de rouvrir potentiellement des tiroirs et de continuer à animer ça parce qu'il n'y a rien de pire que de faire remonter un soufflet pour qu'il redescende parce qu'il n'est pas activé derrière. Donc ça, c'est vraiment ce que je vends. Ça, c'est une fois que le client a payé. Ouais. Dans tes livrables, tu commences par le diagnostic 360. Exactement. Mais en amont, il sait pas trop. Ah, j'ai toujours une tendance quand même. C'est-à-dire que je cadre mes missions vraiment avec les objectifs. On a passé un entretien de découverte quand même qui guide déjà largement ça. Maintenant, le dirigeant n'a pas toujours conscience parfaitement du terrain. Donc moi, je vais énormément voir les opérationnels, les questionner, les challenger. Et donc, on redécouvre toujours plein de choses pour le coup. Un package type, c'est combien ? Aujourd'hui, mon panier moyen, il est à peu près de 18 000, 20 000 euros. Ouais. Et c'est une mission classique qui s'étend sur combien de mois ? Ça dépend des fois quand tu ouvres le capot. En général, c'est entre 3 et 6 mois. Ok. Donc du coup, en fait, les 15 clients que tu as eu sur cette année, quelque chose comme ça, ils étaient quasiment tous en même temps, à pas grand-chose près. Ouais, alors j'avais des opérations différentes, type des sessions, donc c'est pas les mêmes timings. Mais ouais, je les ai fait, ça s'est activé en février. Et là, ça n'arrête pas jusqu'à la fin de l'année pour le coup. Et quand tu délivres aussi dans la voiture ? Non. Non ? Non, ça c'est sur le terrain, toi en présentiel. Ok. Non, en présentiel. Aujourd'hui, je suis 4 jours par semaine dans les boîtes. D'accord, donc tu vas dans les boîtes. Ouais. Ok, donc en fait, tout dépend de toi encore une fois, c'est pas scalable. Ah, clairement. Aujourd'hui, ouais. Ok. Voilà l'objectif. Donc pareil, dans mes accompagnements, je suis très claire sur ce que j'apporte. C'est-à-dire que le but, c'est d'éviter la surprise pour diverses raisons, pour refacturer en fait si c'est nécessaire et en fait pas toucher ma rentabilité ni mon temps pour le coup. Et surtout pour vraiment créer une satisfaction client à la fin. Ce qui fait aussi pour le coup que ma recommandation marche très bien parce qu'il sait exactement où il va, il sait exactement ce qu'il va avoir. Le chemin n'est pas juste toujours évident en fonction notamment des fois des collaborateurs et de ce qu'on découvre en interne, mais pour le coup à chaque fois il sait ce qu'il a à la fin. Ok, top. Donc comme vous le disiez si bien, aujourd'hui c'est un peu moi et moi. Donc l'objectif c'est de structurer, c'est structuré dans ma tête au niveau des pôles, mais c'est aujourd'hui de déléguer là où mes zones de génie ne sont pas là, clairement. Ne rigole pas. Ouais, c'est joli. Stéphanie. On m'a demandé un organigramme, j'ai été honnête. Il y a Julien, on a Julien aussi. Donc Julien, mon collaborateur. Voilà, qu'on salue. Voilà, merci Julien. L'homme clé. L'homme clé, ouais. Donc effectivement, je fais tout aujourd'hui. Bon, j'ai quand même réussi à déléguer une certaine partie sur la fin d'année, vu que j'avais aussi plus de visibilité. Maintenant, il faut que je délègue aussi le reste pour accélérer et arrêter d'être trop à tout faire pour le coup. Clairement. J'ai juste une question sur la partie support. Qu'est-ce que ça inclut comme mission, comme tâche ? Honnêtement, aujourd'hui, j'ai automatisé pas mal de choses. Bon, mon service financier, ça, j'espère quand même que les cornets sont les mieux chaussés. Le service, après, tu vas avoir le service RH. Bon, c'est pareil, c'est pas ça qui va me prendre le plus de temps. Et Furious Squad est assez aussi novateur sur le suivi RH. Pour moi, c'est pas celui qui prend le plus de temps, en fait. Ok. Mais c'est quoi comme tâche ? Parce qu'en fait, j'arrive pas à imaginer ce qu'on fait en support. Alors, tu peux avoir, ça dépend où on place en fait dans le pôle opération ou pas, mais on va dire support, tu vas avoir vraiment gestion de la facturation. Tu vas avoir le pilotage aussi des heures, parce que moi, je fonctionne pas mal comme un cabinet pour le coup, ce qu'on appelle les ESN. Donc, en fait, je drive toutes mes heures pour le coup, pour vérifier ma rentabilité ou l'amélioration qu'il peut en avoir. Et après, ça va être tout le pôle RH, donc en fait, ton onboarding collaborateur aujourd'hui là que je construis, la gestion du parcours des talents pour le coup dans la boîte aussi que je construis pour demain. C'est principalement ça en fait. Donc pour l'instant aujourd'hui, on n'a pas vraiment de support qui prend de la charge. Ok. Ça c'est l'organigramme projeté idéalement pour pouvoir fonctionner sur 2026 avec plusieurs collaborateurs. Ok. Exactement.
Et Julien, juste pour plus de précision, Julien, donc il est responsable du pilotage financier et data stratégique. Ouais. Quelles sont ses actions quotidiennes? En gros, c'est un contrôleur de gestion spécialisé en data. Donc, l'objectif quand j'arrive chez un client, c'est de voir dans quel état est la data dans les systèmes ERP ou les systèmes comptables. En général, elle n'est pas forcément correctement drivée. Donc, l'objectif, c'est d'éplucher tout pour la driver d'une certaine façon analytique. Donc, ça veut dire l'implémenter dans des SI spécifiques que j'ai aujourd'hui, voire de changer d'outil comptable s'il n'est pas assez performant. Et ensuite, d'aller notamment travailler sur les prix de revient et les KPIs pour le coup que je donne. Donc, c'est un temps. Et enfin, en gros, j'ai une plateforme aujourd'hui qui me permet d'aller faire des reportings en fait en permanence. Donc c'est d'aller gérer ce qu'on appelle les cut-offs, donc tous les reportings mensuels avec ce qu'il faut, qu'ils soient à jour et qu'en fait moi j'arrive et que mes KPIs et ma donnée elle est là et que ce soit pas à moi de le faire pour le coup. Donc ces missions, ces tâches, c'est te préparer toute la data en amont pour que tu puisses l'exploiter, la lire, l'analyser. Exactement. Et prendre des décisions avec des dirigeants. Prendre des décisions avec des dirigeants. Donc lui ne se déplace pas chez le client. Il peut au début pour bien comprendre, notamment si je prends un exemple sur l'industrie, il faut que tu comprennes comment fonctionne l'atelier en fait industriel pour être pertinent dans ton traitement de données et notamment tes calculs de coûts de revient. Donc ça, c'est pour ça que je tiens au terrain parce qu'en fait, il y a que le terrain qui te fait comprendre ça en fait. Et l'IA. Et l'IA. C'est vrai. Si on parle d'industrie, par exemple, c'est pas cher. En tout cas, c'est très rentable et très intéressant que d'investir 20 000 euros dans une opération de plusieurs mois qui permet de faire ce travail-là. Parce que derrière, en fonction des décisions que tu prends, t'investis ou pas dans une machine à 2 millions d'euros. Ouais, tu pilotes par la data. Ouais, t'as des boîtes qui vont être plus sensibles ou impactées réellement en fait par ce travail-là. Et c'est pour ça que je posais la question, j'essaie de comprendre que fait Julien, parce que typiquement dans le positionnement, quand on va définir les stratégies ensemble tout à l'heure, il y a peut-être un travail de segmentation au-delà du persona que tu as évoqué, des TPE PME de 30 à 350 collaborateurs. En tout cas, dans un travail de scaling efficient, il se peut qu'on te préconise de te positionner ou d'avoir une stratégie de génération de lead par niche ou par typologie de business. Tu lis dans mes pensées. C'est vrai. Moi, je suis déjà en train de préparer tout ce qui va suivre. Donc, En fait, ce qui importe pour moi, une de mes convictions premières, c'est que il faut utiliser la donnée comptable pour aller piloter sur l'aspect financier uniquement ou le RP. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'en as beaucoup qui réinventent la roue à faire des extractions de données et qui retrient tout en permanence. Ouais. Sauf que quand t'as trié ça, ou par les comptes, ou par l'analytique, ou par le RP, en fait, tu peux tout automatiser, c'est plus un sujet. Et ça, c'est vraiment ma conviction assez profonde pour le vivre. D'où le fait que ça prend aussi beaucoup plus de temps. Et donc, il faut aussi quelqu'un pour le faire. Parce que tu as un enjeu d'architecture data parfois, et ensuite un enjeu peut-être de... est-ce que des fois, tu sais, tout ce qui va être doublon ou mauvaise qualité de data récoltée, donc il y a peut-être architecture, tri ou qualification, quelque chose comme ça. Ensuite, mise en forme, et puis enfin, lecture, analyse. Donc le travail préparatoire, il est conséquent. Et c'est ce qui me prend le plus de temps aujourd'hui et qui a pu faire dériver des missions. Parce que tu essaies d'acculturer l'interne, mais en fait, ça marchera jamais. Non, jamais. Et donc, il faut vendre tout ça en externe. Donc, vision, je crois plus au pilotage financier, en tout cas, celui qui arrive 6 mois après avec ses états financiers qui, de toute façon, ne sont pas faits pour piloter une entreprise, sont faits pour recouvrer un impôt, qui est l'impôt sur les sociétés, notamment en France. Et je pense à un nouveau système de pilotage au niveau des PME. Je voudrais incarner ça avec cette direction de l'impact et de la valeur, donc à une vision beaucoup plus 360, en étant totalement en fait externalisé à ça, que ce soit actionnable et qu'il y ait des résultats, et en ayant un suivi en fait permanent, ce qui permet du coup à ma clientèle d'avoir l'expertise en permanence, de payer 4 à 5 fois moins cher une direction que de l'interne. Là aujourd'hui, on a du mal à recruter des talents et c'est encore plus compliqué de les former pour le coup. Moi aujourd'hui, cette année, j'ai vu 20 SI différents, j'en ai implémenté 10 différents, donc en fait c'est une accélération d'apprentissage très importante. Et pour le coup, je veux déployer ça, une méthodologie associée à ça, et pour le coup aussi une communauté d'entrepreneurs autour de cette vision-là. Ok. Sous quelle échéance tu sors de livrables? Je veux pas sortir de l'aspect gouvernance pour l'instant. Qu'est-ce que tu entends par gouvernance? Sur le pilier d'aller driver en fait mes clients sur l'animation de codir, emmener en fait les équipes, parce que là c'est une grosse valeur ajoutée pour l'instant et c'est ma zone de génie et c'est ce que j'aime faire. Par contre le reste, si je le délègue, tu vois en janvier, je le délègue en janvier quoi, grosso modo. Ok. Donc sur 5 piliers, il y en a un que tu veux garder. Ouais, il y en a un que je voudrais garder. Vraiment à 100% ou partiellement ça pourrait le Non, faire? partiellement. Je pense qu'il faut que j'emmène quelqu'un aussi dans ce sujet-là et que je l'embarque pour déléguer petit à petit. Et tu penses qu'il te faudrait 3, 4, 5, 2 personnes pour couvrir ces 5 piliers?
Je pense qu'il manque quelqu'un aujourd'hui sur l'aspect valeur, impact, RSE, grosso modo. Ok. Et puis c'est pas ma zone de génie première, donc j'ai aucun problème à déléguer. Ok. Donc ça fait une personne. Il faudrait quand même quelqu'un pour driver tout le process, donc plutôt opérationnel, excellence opérationnelle, pour être sûr que ce soit bien respecté. Et puis après c'est sur la partie market, grosso modo. Donc je pense qu'avec 5 personnes aujourd'hui, j'arrive vraiment à construire quelque chose de plutôt solide. Au niveau livrable, quand tu dis que tu vas faire 1 million de chiffre d'affaires en 2026, tu l'as projeté sur les offres que tu viens de présenter, la tarification que tu viens de présenter? Ok. Et avec ces 5 personnes, tu seras en capacité d'absorber? Ok, très clair. Et donc, ce qui pêcherait le plus, c'est finalement l'acquisition. Ok. Ce qui peut effectivement être un frein aujourd'hui intérieur, si je suis très honnête, parce que tu te dis, bon, moi j'ai pas de problème à signer, à structurer ça. Ça fait un peu partie de mon métier, même si c'est toujours différent pour soi. Maintenant, je suis pas experte en market et donc j'ai besoin d'aller construire ça pour que ce soit, on va dire, plus fluide et peut-être que ça m'apporte une autre sérénité que juste la reco. C'est vraiment l'objectif. Et c'est un frein aujourd'hui parce que je me dis, il faut que j'ai construit ça pour aller scaler rapidement derrière et satisfaire ma rentabilité, mes collaborateurs, etc. Personnellement, j'ai déjà une idée assez claire de la suite et des 6 priorités clés à devoir actionner. Est-ce que toi, tu as d'autres questions? Non, hyper clair aussi, une idée assez claire de ce qu'on va sélectionner ici. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir sélectionner et choisir? On pourrait un peu tout prendre parce que le truc, c'est que dans ton cas, tu es vraiment en mode artisan et puis tu as tout fait toute seule. Donc déjà, félicitations parce que première année avec presque 200 000 euros de chiffre d'affaires, c'est beau. Deuxième année où tu multiplies par 2, c'est très beau. Et troisième année où tu multiplies par 5, le N-2, c'est très très beau. Puis en plus, tu structures, etc. Le premier point, je pense qu'on l'a compris, c'est vraiment la partie vision et positionnement avec toute la partie offre. Donc ces 2 sujets vont être vraiment prioritaires pour la suite et on va vite le travailler pour valider en fait les offres qui font que 1, on arrive à mettre en place de l'acquisition, 2, on arrive à être rentable, 3, on arrive à les délivrer sans ton intervention ou le moins possible. Ensuite de ça, bien sûr, il y aura la partie acquisition qui est vraiment hyper importante. Avec acquisition, j'ai envie de mettre en parallèle au même niveau pricing qui est capital. Naturellement, tu veux en sélectionner une? Je réfléchis à quel moment. En fait, recrutement équipe. On va constituer une équipe. Est-ce que on préactive des gens juste après la vision et avant l'acquisition? Ou est-ce qu'on envoie la sauce sur l'acquisition et ensuite on enclenche une équipe? Il y a un moment où il faudra créer la méthodologie 100%. Et former des gens. Ça va être quelque chose, le recrutement. Il y a quand même un point. Pricing, en fait, je vais le mettre à un autre niveau et je vais intégrer avec le pricing la rentabilité et la trésorerie et la LTV par la suite. Malgré le fait que tu es très très rentable, en fait c'est complètement biaisé par le fait que tu es l'homme clé, quoi. C'est toi qui fais tout. Si effectivement demain j'arrête tout et je vends un consulting à 100 000 euros, je fais 100% de marge, 100% de tout. C'est pas l'objectif. Digitalisation et IA, il faut vraiment aussi le prendre au sérieux. Intelligence artificielle, il est là. Ah, ils sont tous liés, hein. Ils sont tous liés. Aujourd'hui, tu as déjà pas mal de digitalisation. Mais IA, tu n'en as pas beaucoup, j'ai l'impression. Automatisation va pouvoir faire. Et puis, le dernier point, et celui-là, c'est un sujet important, ça va être l'expérience client, mais surtout l'expérience client qui va, comme mon cher ami Anis l'a dit, booster la LTV. Par ordre de priorité. 2, j'avais mis acquisition et visibilité. Ah, voilà, il y a 2. Hop. 3, à mon sens, c'est tout ce qui est pricing, trésorerie. Parce qu'en fait, de ça va permettre d'aller chercher le recrutement. Ensuite de ça, 4, j'avais mis effectivement organisation, délégation, recrutement. 5 et 6. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de travailler dans un premier temps tout ce qui est vision, positionnement. Dans un second temps, acquisition. Dans un troisième temps, trésorerie, pricing, rentabilité. Puis recrutement, équipe, délégation. Intelligence artificielle, digitalisation, automatisation, on aurait pu le mettre aussi. Et 6, expérience client LTV. Tiens, je vais mettre automatisation parce que c'est vraiment important ça. Déjà, le premier point, sur toute la partie vision, positionnement, offre, moi, il y a 3 axes qui me viennent à l'esprit vraiment. Je les ai appelés mutation, structuration et transmission. C'est vraiment ces 3 axes-là. Chaque axe est lié à une période de vie différente de l'entreprise et de l'entrepreneur.
Mutation, c'est quand tu es en croissance, pivot, modernisation ou même une acquisition, une joint venture ou autre. Structuration, phase de stabilisation ou post-croissance ou pendant la croissance et puis c'est nécessaire. Puis transmission, préparation à la cession ou à la relève. L'avantage, c'est que l'objectif du dirigeant à chaque fois, il est différent. Pour le premier, c'est repenser son modèle, digitaliser, intégrer la data ou autre. Le second, c'est gagner en efficacité, clarifier les rôles, poser les process. Et le troisième, c'est valoriser l'entreprise et sécuriser la continuité et la pérennité de celle-ci. Et la posture de ton cabinet, finalement, pour chacune d'entre elles, quand on parle de mutation, c'est un sparring partner stratégique et structurant. Quand on parle de structuration, c'est un DAF externalisé, un architecte de l'organisation. Et quand on parle de transmission, c'est un copilote de valorisation et de gouvernance. Donc pour chacun de ces axes, en fait, tu peux identifier des thèses marketing et des axes marketing. Mais pour moi, le premier axe, c'est vraiment accélérer sans se désintégrer finalement. Où là, il faut cibler les PME qui vivent une croissance rapide, un pivot stratégique pour pouvoir vraiment aller les catcher au travers typiquement d'une VSL spécifique. Parce que moi, comment je vois la chose et l'arborescence de ton marketing et ton acquisition ainsi que ton positionnement à terme, c'est un site propre, professionnel qui rassure, mais avec cette vraie différenciation de ta singularité qui fait que tu veux pas être juste un DAF externalisé comme tous les concurrents qui existent sur le marché. Tu as utilisé le terme océan rouge tout à l'heure. Effectivement, c'est un marché très saturé. Et pour ça, moi, je ferais une VSL par transversale avec justement du Google sur des mots-clés spécifiques basés sur des ads intentionnistes. Deuxième point, pourquoi pas du Facebook Ads à certains égards, mais surtout quand les gens vont te recommander ou autre sur ton site, ils auront vraiment la possibilité de choisir leur chemin et puis de voir les 3 axes clairs de l'entreprise. Ce qui fait que si dans ces 3 axes, il y a quand même ces 5 piliers parce que c'est ta méthodologie, très bien, mais peut-être que dans des axes, il n'y aura que 3, peut-être que dans l'autre, il n'y en aura que 5, peut-être que dans l'autre, il n'y en aura que 2. Et ça se trouve, selon le niveau de la boîte, il y en aura 3, il y en aura 2, il y en a 4, il y en a 5, ça dépend. Et ce sera tes offres plus ou moins packagées qui fait que tu peux ensuite créer de la récurrence à long terme avec un plan de croissance pour chaque boîte. Mais à mon sens, en plus de ça, il faut créer des sortes d'offres par catégorie qui sont des offres d'appel parfaites basées sur leurs problématiques. Je te donne un exemple très concret. C'est purement du positionnement et du marketing. Pour la partie mutation, par exemple, à mon sens, c'est créer une offre d'audit flash mutation et croissance que tu peux délivrer en 3 à 5 jours, toi avec une petite intervention de supervision, mais finalement un consultant que tu vas recruter, plus de l'intelligence artificielle avec de l'intelligence basée sur tout ce que vous avez accumulé jusqu'ici, diagnosis process, trésorerie, rentabilité, gouvernance. Et le but, c'est vraiment d'aller chercher des TPE qui sont dans cette phase-là pour ensuite, à l'issue, leur délivrer un vrai audit concret sur des choses à mettre en place. Déjà, ça a beaucoup de valeur. Puis ensuite, quelle est la meilleure personne pour pouvoir le déployer et le mettre en place? Vous, au travers des différents piliers que vous aurez identifiés, de façon à avancer. Et ça permet quoi? Ça permet de pouvoir rentabiliser complètement ton acquisition, voire même déjà faire du profit à cette étape, et puis de t'offrir de la visibilité pour devenir une sorte de référence et la première personne à qui les gens pensent en fait lorsqu'on parle de ces sujets. Le but, c'est que tu deviennes top of mind de 2-3 sujets maximum au travers de ton LinkedIn, au travers de tes recommandations, etc. Deuxième axe, la structuration. Là aussi, je t'épargne l'exemple complet, mais pour moi, là, on actionne une sorte de pack, copilote financier organisationnel, mais celui-ci, ça peut très bien même être lié à ton offre signature actuelle, basée sur différents piliers. Et puis, c'est typiquement une VSL ou un lead magnet qui pourrait être créé où les gens vont être relancés, appelés, téléphonés, enfin tous ces sujets qui font que tu vas les travailler au corps sans même avoir besoin de les rencontrer. Parce qu'aujourd'hui, de par le fait que tu te déplaces avec la voiture, c'est cool, mais moi j'aimerais imaginer un monde où en 2026, tu fais 0 km. C'est-à-dire qu'en gros, tu devrais être en capacité de closer des clients et d'aller chercher 1 million ou plus en 2026 sans avoir à te déplacer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas scalable encore une fois et le but c'est de te sortir de l'opérationnel. Et tu vas pas demander à tes gars que tu vas recruter de eux-mêmes se déplacer. Donc l'idée c'est de pouvoir délivrer. Oui, pourquoi pas une fois se déplacer pour rencontrer le client ou autre, ça peut être bien pour la relation, mais il ne faut pas que ce soit bien ou nécessaire pour la conversion et pour le livrable. C'est pas gérable. Et le troisième axe, transmission. Le but, c'est de valoriser avant de céder ou en tout cas pérenniser l'entreprise parce que j'imagine qu'il n'y a pas que la partie valorisation. Et là, dans un premier temps, pour moi, il y a offrir un diagnostic valeur et transmission. Et c'est hyper simple de le vendre 10 ou 15 000 euros, qui peut être fait sur plusieurs jours selon aussi l'ancienneté de la boîte, la taille de la boîte, etc. Plus ou moins cher selon le travail, mais ensuite qui
laisse place à un travail beaucoup plus long terme parce que tu peux t'intégrer dans toute la partie transmission et conseil sur cette partie-là. Et on le sait, une transmission bien préparée et qui va être bien structurée, c'est une transmission qui a beaucoup plus de chances d'aboutir à une réussite qu'une transmission improvisée. Ça prend en général 12 à 24 mois, rarement moins, souvent plus, pour que ce soit vraiment parfaitement exécuté. Le but, ça va être de pas déployer tout d'un coup, mais de le faire progressivement. Et du coup, pour le faire progressivement, il faut prioriser. Donc, à voir si c'est plutôt la partie mutation, structuration ou transmission qui fait plus de sens à court terme, basée sur tes chiffres de clients. Tout à l'heure, tu me disais que transmission, c'est 20%. Donc, allons creuser sur ce qui représente le 80% de ta clientèle. Peut-être que c'est mutation, peut-être que c'est structuration, à voir. Mais en tout cas, c'est ce sur quoi il faut travailler pour la partie tunnel, VSL et j'en passe dans un premier temps. Mais pour revenir au sujet clé qui est justement la vision et le positionnement, c'est vraiment réfléchir à quels sont les 2-3 positionnements que tu veux absolument incarner au quotidien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire supprimer la mention 360 de tes communications. Ça veut dire se dépositionner de tous les autres positionnements, parce que la meilleure façon de se positionner sur des positionnements, c'est de se dépositionner sur les autres, finalement. Et donc, d'accentuer toute la partie de ton positionnement à toi sur ces sujets. Avec l'expression claire de ceci sur ton site, sur des visuels, au travers de certains témoignages, et même le communiquer aussi à ceux qui te mettent en relation. Parce que ceux qui te mettent en relation, finalement, c'est « Ah, t'as un sujet DAF, finance, truc, pas de souci, va voir Stéphanie, elle est géniale, trop bien. » Bah ouais, mais bon, merci, mais tu m'envoies une patate chaude. En plus, c'est de la reco. T'as pas envie de dire non. Tu vois, que ce soit une petite, grande, moyenne boîte liée à ces sujets ou à d'autres, tu vas essayer de dire oui et trouver une solution et puis le mettre dans un planning. Alors qu'en réalité, c'est pas comme ça que tu pourras scaler. Si on veut faire 1 million, j'irai chercher une seule promesse, une seule offre très basique, en tout cas en front, et après en cours d'opération, on peut proposer autre chose. Et je ne me positionnerai pas sur plusieurs possibilités ni sur 3 niveaux. Je ferai une communication vraiment monorail quasiment, quoi. Ouais. Et je ferai en sorte simplement d'être vu et perçu auprès d'acteurs qui ont de l'autorité, auprès des entreprises. Et en fait, je raconterai la même histoire tout le temps, partout, pour me positionner quasiment que sur un service. Ma perspective, c'est de voir comment en fait tu pourrais limiter tes efforts à limite une offre, un canal, une promesse. Et une fois en fait que tu as commencé à délivrer, en fonction des besoins, tu peux venir proposer d'autres éléments complémentaires et limite avec un package type très peu ou pas ajustable. Pourquoi? Parce que en fait, on essaierait de travailler qu'avec une seule typologie d'entreprise. Encore une fois, moi je pars du côté on veut faire 1 million. J'allais dire qu'1 million, c'est beaucoup 1 million, mais si on veut faire qu'1 million, en vrai, on peut le faire en très petite équipe et avec une seule offre et presque qu'une seule typologie de clients. Si on comprend la psychologie de certains dirigeants, on peut hacker le game et ne jamais être dans un océan rouge. Parce que l'océan rouge, c'est quand on va se battre tous ensemble dans un même endroit. Mais tu peux proposer la même chose et nager dans des eaux translucides. Et en fait, le nager dans des eaux super claires et limpides sans trace de sang, c'est aussi comprendre la psychologie de certains dirigeants qu'on va pas aller démarcher naturellement. C'est l'espèce d'asymétrie d'information entre certains dirigeants et toi sur les sujets que tu abordes. Donc en fait, plutôt que d'aller collaborer avec des entreprises qui ont déjà une très forte éducation financière et connaissent un peu déjà tous les enjeux, auprès de qui tu vas déployer des efforts énormes pour faire valoir quelques leviers de valeur ajoutée, est beaucoup moins intéressant que collaborer avec des entreprises pour qui c'est magique tout ce que tu fais. Donc potentiellement que ce soit en closing, en positionnement et en rétention client, tu aurais à gagner à te positionner sur une offre auprès de ces typologies d'entreprises. Claire, moi j'arrive souvent, on va dire à 80% du temps, dans des situations de crise. Ouais, mais tu sais pourquoi tu arrives au moment de la crise? Parce que j'inspire confiance, je pense, à ce moment-là, et surtout j'ai la solution. En fait, je travaille, j'ai pas peur de mettre les mains dans le cambouis, en fait. Non, la vraie raison, c'est que tes clients n'ont pas de niveau de conscience suffisamment élevé sur la nécessité de faire appel à des services comme les tiens, et malheureusement, ils vont faire appel à tes services quand c'est urgent, quand tu es à 2 doigts de mourir. L'humain fonctionne comme ça. Et c'est uniquement lié à un niveau de conscience. Et donc, le but du marketing, c'est d'élever le niveau de conscience. Et donc, de passer de 3% de gens à 7% de gens qui ont conscience du problème et ont conscience de la nécessité de régler le problème à, OK, j'ai conscience de la solution, OK, j'ai conscience qu'il existe un problème à la solution, etc. Et faire en sorte que progressivement, tu aies cherché de plus en plus de gens en élevant leur niveau de conscience. Et rapidement, là, je suis sur ton site, je me balade. Personnellement,
Tu vois, je vois un décalage entre l'entrepreneur que j'ai en face de moi et le site que je suis en train de voir. Tu es professionnel, tu as envie, tu as une grande vision, tu présentes bien, tu sais t'exprimer. Moi, je vois site, je comprends pas exactement ce que vous faites, ça fait pas professionnel, il y a trop de choses écrites et on pourrait simplifier énormément de choses pour faire en sorte que ce soit encore plus, ça donne encore plus confiance. Mais ton site, en fait, il est traditionnel. C'est un site comme 99% des entreprises, donc je peux pas t'en vouloir. Ce site ne va pas t'apporter de business. Il serait éventuellement là pour t'offrir de la crédibilité, mais en réalité, moi, quelle expérience de ce genre de choses, ça dégage juste le fait que bah voilà, c'est Stéphanie qui est derrière ce site et qui est en fait un artisan individuel qui gère ça et qui va monter éventuellement sur ton business. Premier point. Deuxième point, il y a trop d'appels à l'action. Troisième point, à chaque fois que tu cliques, tu ouvres une nouvelle page. Donc finalement, tu vois, il faudrait tout construire comme une sorte de tunnel beaucoup plus simple parce que, enfin, j'ai pas envie de lire. Il y a effectivement une réflexion et un travail à faire. C'est typiquement quelque chose qu'on pourrait faire avec un de nos experts, réfléchir à ces sujets. Et encore une fois, c'est pas du tout pour critiquer la personne par laquelle tu es passé. Ça pourrait être bien pire. C'est juste qu'il y a un décalage énorme entre… Non, mais c'est vrai. Il y a un décalage énorme entre la réalité du marché et les outils qui sont à notre disposition. C'est tous ces trucs-là qu'il faut optimiser. C'est simple, mais c'est important. OK ? Ça marche. Parfait. Ma plus grosse prise de conscience sur ce consulting, c'est vraiment qu'aujourd'hui, les outils auxquels on a accès nous permettent quand même d'avoir des ressources rapidement qui sont pas toujours humaines et qu'on n'est pas obligé toujours d'aller recruter, que ce soit en freelance ou en interne. On peut l'utiliser autrement et au service, bien sûr, de ce dont on a besoin, mais aussi de notre rentabilité de chef d'entreprise. Mais c'est clair que celui-là, je l'ai fait il y a 1 an. Ouais. Et c'est là où j'y vais jamais d'ailleurs. C'est là où je me rends compte que il y a eu de l'évolution et qu'il est plus du tout en phase avec, plus du tout. Et il y a des choses si, mais il est plus du tout adapté à ce que je veux actuellement aussi. Complètement. C'est bien. Bravo. Ça a bien évolué. Tout ce qu'on évoque là me font penser à un sujet, c'est que à un moment donné, et autant le faire le plus tôt possible, tu gagnerais à créer une méthode, ta méthode à toi, en lui donnant un nom, des principes, des règles, une façon de fonctionner. Et le fait d'avoir une méthodologie, peut-être que tu as déjà ça? Je l'ai en tête et c'est ce que je pousse les derniers mois, effectivement, d'aller vraiment créer ça. Ouais. Ouais. Je t'inviterai à ne pas chercher à la créer pendant des mois, ni à inventer, ni à innover, mais juste poser des fondamentaux, lui donner un nom. D'accord. Tu vois, et donner un peu quelques règles de base pour toute méthodologie. Tu poses juste quelques principes. D'accord. Tu la fais grandir et évoluer. Le fait de nommer la méthode, d'avoir des principes de base fondamentaux, vont déclencher dans ton esprit un sentiment de différenciation, comme ce qu'on disait tout à l'heure, mais aussi une plus grande facilité à pitcher ton offre lorsque tu seras dans une action de réseautage, de vente, de prospection ou d'échange avec un dirigeant. Mais ça va aussi te mettre dans une dynamique de simplicité de transmission. Puis une fois que tu as la création de cette méthode et que tu es prête à continuer à la faire évoluer, ça va être important de commencer à calculer ta capacité d'absorption maximale. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que tu es capable d'absorber toi, alors l'idée c'est pas d'aller au max, mais quelqu'un de ton expérience, est-ce qu'il est capable d'absorber 15, 20, 30 missions en parallèle si on parle de recurring et d'avoir plusieurs clients en même temps, en visio ou sur le terrain, peu importe qu'est-ce que tu choisis de faire. Une fois que tu as cette capacité d'absorption, eh bien c'est là en fait que tu vas savoir activer ou préactiver des collaborateurs qui vont pouvoir aller sur le terrain en visio encore une fois ou directement dans les bureaux des entreprises à ta place. Et une fois que t'as ta capacité, tu connais ta capacité d'absorption par prestataire ou par collaborateur terrain, eh bien là tu seras beaucoup plus à l'aise sur la partie acquisition. La majorité des entrepreneurs ont peur de se nicher parce qu'ils pensent que plus ils vont être larges dans leur capacité à adresser un marché, plus ils auront d'opportunités d'aller trouver des clients. Donc en fait, refuser de se nicher, c'est avouer une certaine faiblesse dans sa maîtrise de pouvoir avoir des clients à un certain niveau de maturité de sa boîte. Dans le sens où tu te dis bêtement que plus tu vas avoir d'offres, plus tu vas avoir de transversal, plus tu vas avoir de largeur dans ta capacité à chercher des clients, plus normalement il y a au moins un mec qui voit ta com et puis qui, sur un malentendu, clique et veut devenir ton client. Or, c'est pas du tout ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est avoir un produit qui résout un problème, créer une offre autour de ça. Et pour créer une offre qui fonctionne, il faut savoir exactement quel est le problème adressé et à qui spécifiquement. Et de là, tu arrives à avoir un message parfaitement adapté, parfaitement calibré et surtout qui performe. Et donc ensuite, tu vas pouvoir creuser ton trou
sur ce segment et c'est que quand tu vois que ce segment touche ses limites que tu vas devoir développer en transversal ou en horizontal. C'est-à-dire soit sur d'autres secteurs, soit sur ce même secteur, mais sur d'autres niveaux. Ni plus ni moins. Et beaucoup trop d'entrepreneurs en fait ne comprennent pas ce principe et se retrouvent à être une sorte de sapin de Noël avec plein d'offres, plein de boutons, plein de trucs, plein de machins. Plus personne sait où on en est. Et après, sur l'acquisition, effectivement, il y a des choses qu'on peut implémenter, comme notamment les optimisations sur le site, qui ont une vocation de réassurer les prospects qui arrivent dessus, mais aussi une vocation à convertir et à prendre un rendez-vous. Mais qui dit prendre rendez-vous, comme l'a dit Alec, dit lead magnet au sens découverte que toi tu proposes aujourd'hui, à valoriser, je sais pas moi, 1000, 2000, 3000 euros ou un autre montant, en disant voilà, la découverte, voici ce qu'on fait, voici le bénéfice de cette découverte et je vous propose de caler un rendez-vous pour pouvoir bénéficier de ça. Donc après, tu connais toi tes taux de conversion tels que tu les évoques, peut-être qu'ils seront différents puisque forcément ça viendrait d'un trafic tiède ou d'un trafic froid. Mais tu vois, si tu pars de la méthode que tu calcules tes capacités d'absorption par collaborateur et que derrière tu commences à mettre en place des actions d'acquisition, tu es beaucoup plus confort dans la suite logique parce qu'en fait tu sais que tu peux ouvrir les vannes et les fermer. Et juste sur l'acquisition, moi je miserais beaucoup sur la notoriété très sincèrement parce que si on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure sur le niveau de conscience des dirigeants, en fait, ils ont juste besoin de t'entendre parler et pour se dire « Ah mais moi, c'est exactement ça qu'il me faut, mais pourquoi j'ai pas ça ?» Très sincèrement, moi, je te verrais bien sur un plateau télé, sur une chaîne radio, sur une émission YouTube, faire le tour de tous les podcasts compta, finance, business, marketing. C'est un sujet qui intéresse, que pas grand monde maîtrise, qui pour les marketeurs n'est pas sexy, pour les businessmen n'est pas sexy, pour les podcasteurs n'est pas sexy. Donc en fait, se dire « Attends, mais on a quelqu'un qui est en train de rendre sexy un truc qu'on comprend pas. » vas-y, en fait, viens, on donne la parole. Non, mais c'est très clair. Et le fait de tisser comme ça une toile d'intervention, une toile SEO, donc, parce qu'au final, c'est du référencement naturel. Et en fait, ce référencement-là va faire en sorte que naturellement, tu vas avoir un organique redirigé vers un seul et même endroit. Et ce seul et même endroit, c'est à toi de définir où est-ce que tu veux le faire atterrir. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu peux mettre en place, à savoir faire en sorte d'avoir une audience mais qui n'est pas la tienne? Alors, on commence à me proposer là ces derniers temps, déjà mécaniquement, sans que j'y sois à la chasse de ça. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc c'est là-dessus. Et après, dans les sous-jacents, moi, j'aimerais vraiment faire un podcast vidéo pour le coup. Donc pour toi, c'est possible d'amplifier les invitations sur des chaînes déjà existantes? Je pense. Okay. T'en as accepté combien parmi les invitations? Alors, j'ai pas tout accepté parce qu'il y a des choses où, pour des questions d'image, c'est hors de question. Mais là, j'en ai accepté 5. Trop bien. Donc voilà, je suis dedans là entre novembre et décembre pour le coup. Ça veut dire qu'avant, tu devrais avoir un endroit bien clean pour accueillir tout ce trafic qui va s'informer, qui va vouloir s'informer. Moi, il y a 4 points. Je rejoins tout ce que tu as dit et c'est super parce que ça va te permettre potentiellement d'économiser beaucoup d'argent en termes d'acquisition. Sinon, tes 80%, tu les auras pas en 2026 de marge. Donc, 1, il va falloir peut-être revoir le site ou faire un lead magnet ou un truc extrêmement clair en ce sens. 2, développe ton LinkedIn et ne choisis que LinkedIn. Podcast, lance pas de podcast. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent, c'est de l'énergie, il faut une équipe, c'est énorme, t'as pas envie de faire ça. Okay. Vraiment, c'est un métier. Par contre, te faire inviter sur des podcasts, j'en connais plein qui pourraient t'inviter et qui seraient super intéressants pour toi. Mets en place une stratégie PR. Ne paye pas une agence PR. La plupart, c'est des pives qui vont juste facturer entre 3 et 5 000 euros par mois pour absolument rien faire à part quelques trucs qu'ils vont envoyer à des médias. Tu pourras très facilement aller faire des parutions presse intéressantes et puis déployer ça, j'en ai absolument aucun doute. Donc ouais, ça c'est pour la partie acquisition. Pour la partie offre, je pense qu'on a fait le point. Le système en tiroir, c'est une bonne chose. Le système des offres basées sur leurs besoins, etc., structuration, transition et j'en passe, c'est une bonne chose. Par contre, pour moi, tu dois choisir ton combat entre soit LTV, donc en gros, je crée une expérience client, je crée une relation client qui est très 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 puissante, qui fait que les gens sont presque, on va dire dépendants, mais tu deviens un partenaire de confiance clé. Mais tu leur vends des packages au fur et à mesure du temps et ils y voient à chaque fois un retour sur un investissement. Ou soit c'est du MRR, auquel cas il y a moins cette relation, c'est moins cher par client, mais c'est plus durable dans le temps. Aujourd'hui, dans l'état des choses, je miserais, si j'étais toi, plus sur l'option numéro 1 et je miserais, tu vois, sur un cycle de vie de client de 36 mois. Idéalement, 24 à 36 mois, qui fait que ouais, tu as vraiment de la projection. Dès le départ, tu les projettes aussi sur un package, sur de la croissance, sur tout ça, et puis vois tout de suite un retour sur investissement. Ça, c'est vraiment pour la priorité numéro 2. Et puis après, vient la priorité numéro 3, c'est que tu dois établir ton pricing basé sur ta capacité aussi d'absorption et combien ça va te coûter d'avoir des experts derrière pour pouvoir garder cette rentabilité, mais en même temps être raccord avec les prix du marché. Et si tu ne l'es pas, comment tu vas augmenter la valeur perçue de ton offre pour faire en sorte que ce soit un bon deal. Donc c'est vraiment tout cet enjeu avec un sheet où à chaque fois tu as tes offres,
tu as tes prix en face, tu as tes coûts. En face de tes coûts, tu as tous tes coûts fixes et tes coûts variables de la structure. Peut-être que demain, tu vas vouloir que faire du remote ou peut-être que demain, tu vas vouloir que faire du physique. Donc, si tu fais du physique, on va transformer la voiture en bureau. Donc, il va falloir payer ces bureaux. Il va falloir y mettre des salariés. Combien? Tu as signé un premier CDI, la super, félicitations. Du coup, est-ce que tu vas avoir que des CDI? Est-ce que tu peux pas outsourcer certains profils? Est-ce que ces profils outsourcés, ce sont des freelances en France ou ce sont des freelances à l'extérieur, dans des pays qui sont tout aussi qualitatifs peut-être à certains égards, mais qui vont coûter bien moins cher, soit pour remplacer, soit pour faciliter le travail de certains collaborateurs qui sont en France et qui ont un niveau de qualification bien poussé. Le but, c'est finalement de se poser la question: qu'est-ce qu'on délègue, qu'est-ce qu'on automatise, qu'est-ce qu'on supprime et qu'est-ce qu'on améliore par rapport à l'intelligence artificielle ou d'autres choses, de façon à maximiser l'efficience. D'où la méthodologie, parce qu'au moins il y a un cadre, et ensuite les gens déploient. Premier point, je définirai un modèle de pricing par valeur, lié du coup aux différentes grilles et différentes offres basées sur le niveau de complexité etc. Faut pas le mettre visible. Les prix, c'est uniquement par téléphone. Aujourd'hui, par ailleurs, c'est toi qui convertis à chaque fois et qui close les deals. Demain, est-ce que c'est quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est une des dernières choses que tu viendras à déléguer potentiellement? Et surtout, il faut que tu aies un suivi de la marge par mission de façon à pouvoir les piloter en termes de coûts d'acquisition, etc. Et puis, le but, in fine, c'est de supprimer les moins rentables et de niveler à chaque fois par le haut les plus rentables. Et ça se trouve, d'ici 2-3 ans, les clients que tu as aujourd'hui, tu ne les auras plus, tu ne les adresseras plus demain parce qu'en fait, tu auras identifié que c'est pas rentable. Donc ça, c'est vraiment hyper important pour la partie pricing, rentabilité, trésor. Afficher ses prix sur un site ou soit un flyer ou peu importe le support, malheureusement, va conditionner le prospect qui est en train de réfléchir à faire appel à son côté rationnel. Ça me coûte tant, ça me rapporte quoi? Sauf qu'en réalité, un prix, c'est facile à noter. C'est une succession de chiffres avec une devise. La valeur, par contre, qui est perçue et qui est inclue dans l'offre et qui va rapporter au client ne suffit pas à être résumée en général avec quelques bullet points. Donc, c'est hyper important de créer le désir du prospect en éveillant son besoin ou en amplifiant sa douleur d'en savoir plus au travers d'un appel, au travers d'une rencontre, au travers d'un contact, et ensuite d'argumenter le prix si on l'évoque ouvertement dès le départ ou de pitcher le prix si on l'évoque à la fin de façon à ce que ce soit aussi parfaitement adapté au client. Alors dans son cas, c'est d'autant plus problématique si le prix est affiché directement parce qu'elle a différentes typologies d'avatars, elle en a 3 en particulier, ou en tout cas différentes typologies de besoins auxquels elle peut répondre, qui ont un niveau d'importance et un niveau aussi de profondeur, donc de durée en termes de travail et d'énergie à mobiliser par son temps et le temps de ses équipes in fine, qui est complètement différent. Donc naturellement, c'est normal que le prix soit complètement différent également. Valeurs différentes, implémentations différentes, ressources différentes, prix différents. Donc aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'elle est passée à côté de certaines opportunités commerciales et de clients. Et l'avantage, c'est qu'avant qu'on actionne tous ces différents leviers qu'on a évoqués avec elle, autant ajuster le tir dès maintenant. Un hack potentiel, si tu as envie de le tester pour aller chercher des leads très qualifiés, c'est celui en fait d'aller contacter en envoyant ta future VSL, la doc, une proposition, un pitch ou quelque chose à des boîtes qui recrutent des DAF sur Indeed ou équivalent. J'ai tapé juste le mot directeur administratif et financier sur Indeed, il y avait 7000 offres d'emploi. Si on arrive à convertir ne serait-ce que 1%, en triant, en regardant vraiment quelle typologie d'entreprise peut être intéressante à contacter, il y a peut-être un taf que tu ne feras pas toi, mais que tu peux effectivement outsourcer pour des prix très très intéressants. On peut outsourcer ça à des freelance offshore qui sont spécialisés dans la génération de leads et qui vont appliquer la stratégie que tu leur dis. Si tu leur dis de faire ça, soit ils vont la faire manuellement, soit ils vont générer des scripts pour le faire. En francophone, tu peux utiliser ComeUp, C-O-M-E, Okay. up.com. Tu peux utiliser Malte. Ah oui, ça je connais. Ça, tu connais bien, c'est plutôt des forfaits journaliers. ComeUp, c'est plus des missions. Et tu peux utiliser Upwork, que moi j'aime beaucoup, où tu peux choisir la langue. Mais maintenant, pour la génération de leads, tu peux prendre des anglophones, ça t'ouvre le champ à des bien meilleures compétences. Et franchement, pour $10 de l'heure, tu peux avoir vraiment des extractions d'extrêmement bonne qualité ou des missions de super bonne qualité avec une livraison sous 48 heures. Moi, de ce que je vois, c'est qu'il y a une notion assez innovante en fait de l'industrie où tu veux un peu casser les codes. Et donc, casser les codes, c'est si on veut de la cohérence, ça passe
à tous les niveaux. Moi, personnellement, j'ai jamais vu un DAF externalisé avoir un positionnement un peu fun et machin, pas trop boring sur les réseaux. J'ai jamais vu un DAF externalisé utiliser l'IA et ne pas s'en cacher et pour autant avoir de la qualité, voire même délivrer plus. J'ai jamais vu un DAF externalisé mettre en place des outils d'automatisation à tous les niveaux pour faire en sorte de scaler avec moins de ressources humaines et aller chercher du scale. Il en existe, bien sûr, il en existe plein. Mais quand je dis j'ai jamais vu, c'est que c'est pas commun. Et je me mets à la place de l'avatar et je me dis ah ouais, il y a quelque chose de différent ici. Dans l'approche, dans le positionnement, dans tout. Si, il y a une chose qui m'a fait plaisir parce que c'est vraiment ce que j'essaye de véhiculer dans ce consulting, c'est le fait que je suis pas une DAF classique, que je reste quelqu'un de rayonnante, mais ça c'est parce que je suis aussi alignée et j'aime mon métier. Et donc voilà, ça fait toujours plaisir à entendre et ça motive aussi, ça booste beaucoup pour le coup. Indirectement, de par les offres d'emploi, Anis a commencé à initier la priorité 4 qui est le recrutement. Là, le premier des points, c'est l'onboarding du responsable financier et data qui arrive en novembre. Donc un onboarding pour qu'il soit efficace, c'est vraiment poser les OKR de façon claire. Il y a des deadlines à chaque fois, il y a des tâches à chaque fois, il y a des objectifs à chaque fois, il y a des KPI à chaque fois, donc des indicateurs clés de performance pour chaque chose. Est-ce que ça a été posé, basé sur le développement de ta boîte, basé sur les offres, basé sur la clientèle que tu as, basé sur les actions qu'on va mettre en place à définir. Mais ça, c'est hyper important de définir la scorecard et les objectifs à 90 jours, des rituels hebdomadaires, un plan d'intégration clair, une fiche de mission claire, les livrables attendus clairs et utilise l'intelligence artificielle pour t'aider à faire ça. Crée un process même pour faire ça parce que recruter 5 personnes alors que c'est un exercice nouveau pour toi, ça va pas être simple. Tu vas faire des erreurs. Il faut t'y préparer et la meilleure façon de s'y préparer, eh bien, c'est d'être le plus équipé possible. Ça, c'est capital. Ensuite, tu dois structurer la pyramide d'équipe cible en 2026, en gros par ordre de priorité. Qui je vais onboarder et quand et pourquoi. Donc, à mon sens, les 5 personnes, ce que tu devrais faire, c'est un tableau sur un équivalent Monday ou même Google Sheets en mode gestion de projet, une sorte de diagramme de Gantt, mois par mois, T'as tes 6 personnes, tchac. Quand est-ce que je me mets à les rechercher, à les chasser? Quand est-ce que, au plus tard, je dois être dans ma phase de présélection des profils, sélection des profils? Quand est-ce que je valide un profil? Quelle est la période d'essai et quels sont les OKR qui vont être cibles par rapport à ça? À partir de quand la période d'essai va être validée de façon à ce qu'ils soient pleinement intégrés? Et à partir de quand ils sont opérationnels et qu'est-ce qui va pouvoir être fait? Ce qui fait qu'en face de chaque ligne, tu peux établir une sorte de capacité d'absorption basée sur ta livraison et puis ton acquisition. Et donc, dès lors que tu as un quota qui commence à arriver et que ça devient, je te dis une bêtise, jaune, boum, t'enclenches le deuxième recrutement, ligne 2, basé sur l'absorption également. Pas quand c'est rouge, vraiment quand c'est jaune. Tu as jaune, orange, rouge, vert, c'est on est tranquille. Souvent, on s'attaque à ça quand c'est rouge parce qu'on prend pas conscience qu'un recrutement, déjà, on peut mal le faire, que ensuite, ça prend du temps si on veut des bonnes personnes, etc. Et du coup, basé sur chaque ligne, tu as des gens qui vont avoir des postes qui sont plus ou moins similaires parce que c'est purement de la livraison, mais tu as aussi des postes qui vont commencer à voir le jour par la suite, typiquement une assistante exécutive. Il y a un moment donné où ce ne sera plus toi qui va répondre à tes emails, plus toi qui va répondre à tes appels, plus toi qui va envoyer des factures, plus toi qui va faire les paiements, plus toi qui va faire tout ça, et ce à tous les niveaux. Plus toi un jour qui fera le closing, plus toi qui sera account manager de 100% de tes clients pour faire l'expérience client, la relation client et les fidéliser, toutes ces choses-là. Donc, hyper important, la pyramide d'équipe cible avec les opérations, l'impact, le marketing, l'organigramme cible, le plan de recrutement progressif et pas aller non plus trop vite parce que c'est à chaque fois des coûts fixes supplémentaires. Bon, j'imagine que de par tes chiffres, tu as aussi maintenant de la trésor, c'est bien, mais c'est pas pour la cramer. Ensuite de ça, une fois que ça c'est clair, c'est créer un playbook de délégation. C'est hyper important, standardiser tous les process récurrents, ta façon de faire les audits, ta façon de faire les reporting, ta façon de communiquer avec les clients, ta méthodologie en interne, via Notion, via des checklists, via des vidéos Loom, via l'intelligence artificielle. Bref, le but, c'est que 70% au minimum de toutes les missions soient livrées sans intervention directe de ta part. Sinon, ce ne sera pas possible de scaler. Et même si tu dis oui, mais 2026, 1 million, je peux quand même y être. En fait, la réalité, c'est que la plupart des entrepreneurs opèrent une année en se basant que sur celle-ci. Alors qu'en réalité, ils devraient opérer une année en se basant sur les suivantes également. En conscience, tu vois. C'est que là, on prépare déjà 2027. Alors qu'en soi, la plupart sont juste en train de finir 2025. 2026, les dés sont déjà jetés, les cartes sont déjà triées. Et 2027, donc c'est maintenant qu'on va commencer à y réfléchir et c'est jusqu'à S1, fin S1 ou fin Q2 2026 qu'on va pouvoir commencer à avoir 27. Donc ça, c'est hyper important. Et donc, ça passe aussi par tout ton processus de recrutement où tu dois faire appel à nous, nos experts en cas de besoin, mais surtout utiliser nos outils. Fiche de poste, scorecard, process de recrutement, qualification, questions à poser et même le faire
alors avec effectivement ton responsable financier et data que tu vas recruter, de façon à pouvoir éviter un maximum les erreurs. D'autant que je vois que le côté excellence, c'est quand même un truc important pour toi. Tu as envie de faire bien les choses, peut-être trop bien. Donc il va falloir faire un truc que je ne sais pas faire, c'est accepter les erreurs. Accepter l'imperfection et c'est très difficile et tu risques malheureusement dans cette étape de souffrir et de vouloir rattraper les choses derrière toi et donc de micromanager et ça c'est la pire des choses à faire et ça va peut-être t'empêcher de scaler. 1 million ça va, c'est bien mais c'est pas grand chose en termes d'entreprise, tu vois, ça reste assez artisanal et c'est une échelle assez humaine, mais par contre 3 millions, 5 millions, là on commence un peu à perdre le contrôle, 10 millions on le perd progressivement, 25 millions, tu le perds totalement. Et il y a la capacité à aller chercher ça. Mais ça commence maintenant, en fait. Sur le point recrutement, ce qui, je pense, m'a fait évoluer, en fait, dans mon mindset, là, après ce consulting, c'est vraiment que je dois, au-delà de mon expertise, poser un cahier des charges beaucoup plus précis et écrit. Et surtout, ne jamais faire de concessions par rapport à ce cahier des charges ou en tout cas que ce soit accessoire et mineur. Pour la partie recrutement, priorité 4, faut dérouler toutes ces actions-là que je viens d'évoquer. On est là encore une fois pour le faire, mais c'est vraiment capital. Recruter trop tard peut tuer une boîte. Recruter trop tôt peut la tuer aussi. Le recrutement en général est important dans un timing de boîte, quel qu'il soit. Et donc, c'est hyper important effectivement qu'elle constitue rapidement son équipe, mais avec les bonnes personnes et ce progressivement pour pouvoir absorber davantage, pour pouvoir sortir de l'opérationnel, pour pouvoir se concentrer sur ce qui compte. Parce que les problématiques qu'elle a eues avec sa société qui a fait plus ou moins 150-180 000 euros la première année, 350 000 euros la deuxième année, et là, 1 million d'euros la troisième année en 2026 avec le plan qu'on lui a donné, les problématiques, son quotidien, les choses qu'elle a gérées vont complètement changer. Donc il va être important pour elle de recruter par exemple une assistante administrative ou exécutive ou peu importe pour que la plupart de ses tâches opérationnelles à faible valeur ajoutée soient déléguées, qu'elle puisse sortir potentiellement du commercial à terme, qu'elle puisse sortir à 80% des livrables évidemment, qu'elle puisse se concentrer sur les relations clients ou autres. Donc effectivement, 3 à 5 personnes sur l'année 2026 par rapport à son chiffre d'affaires suffiront à pouvoir aller chercher davantage en 2027. 5e priorité pour continuer à défiler. Il y a du boulot, hein. Oh la vache. Automatisation, IA et digitalisation. Bon, on a parlé de ton site, donc ça c'est la partie digitale. Je vais pas y revenir, mais tu as compris qu'il y a des changements à faire. Dans tous les cas, il y avait des changements qui étaient prévus parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont amélioré. Par contre, moi j'aimerais que tu puisses cartographier l'ensemble des outils que tu utilises et baser aussi sur toutes les actions que tu fais, l'ensemble des outils que tu pourrais ou devrais utiliser. L'idée, c'est pas d'en utiliser plus, mais de les utiliser mieux. Parce que souvent, on a tendance, en plus avec l'IA, de multiplier les outils. Donc, en plus de ça, ça coûte de l'argent. Tu multiplies ça par le nombre de collaborateurs, etc. Et c'est complexe. Ça s'intègre en plus dans cette volonté de créer une méthodologie. Parce que finalement, toi, l'objectif, ça va être de traquer toutes les sessions que tu vas pouvoir faire et donner avec tes collaborateurs pour tes clients. Le but, c'est que toutes ces sessions, elles soient enregistrées, elles soient analysées, elles soient améliorées. Tu vois, typiquement dans ton cas, comme dans notre cas, 100% des sessions que tu as pu avoir jusqu'ici, par exemple avec certains experts, notamment si je peux interroger ma base de données, c'est parce que 1, elles ont été enregistrées, 2, elles ont été transcrites, 3, elles ont été intégrées, analysées, décortiquées. Puis en plus de ça, à la fin de chaque session, l'expert lui reçoit une notification en me disant « Ok, session X avec Stéphanie, on va te donner une note de 6 sur 10 parce que tu as été à 5 sur 10 sur la posture, 3 sur 10 sur les conseils, 8 sur 10 sur le suivi des OKR, etc., etc., etc. » Donc on a établi des choses par rapport à notre méthodologie qui font que ça permet à nos experts de suivre un cadre en plus des autres outils. C'est exactement ce que tu vas devoir faire également. Mais ça, pour que ça puisse être mis en place, je t'invite à l'intégrer dès maintenant. C'est pas parce que toi tu es seul à bord que tu peux pas déjà mettre ça en place. Au contraire, tu dois le faire parce que tu vas améliorer le modèle. Si toi, t'as pas de 10 sur 10, c'est qu'il y a un problème, tu vois, dans comment c'est capé. Tu vois, on pourra pas créer le 10 sur 10. Donc, le but du jeu, c'est vraiment d'aller chercher un 10 sur 10 ou en tout cas un 9 sur 10 à chaque fois parce que voilà, on n'est pas parfait. Et qu'ensuite, tu aies des exemples concrets à montrer à tes équipes. Et là, on en vient au deuxième point, c'est la création potentielle d'un espace digitalisé, non pas pour tes clients, parce qu'ils payent un service, donc ils veulent pas monter en compétences, ils veulent juste un livrable, mais pour tes collaborateurs, fixes et externes, parce que externe c'est bien, mais ils bossent pas pour toi full time. Donc ils ont chacun leur méthode, leurs habitudes, leur posture, et donc ils s'en fichent de comment on doit te représenter, ou en tout cas s'ils sont pas briefés, ils vont pas le faire. Donc c'est hyper important de mettre en place ce type de choses pour pouvoir faire en sorte que derrière il y ait vraiment une sorte de standard. Le standard chez moi, c'est ça.
Tu peux faire plus, mais en tout cas, tu feras pas moins. Une fois, pourquoi pas, 2 fois, peut-être 3 fois, t'es plus là. Et ça, c'est hyper important. Sur la digitalisation de ma boîte, aujourd'hui, j'ai conscience que c'est vraiment nécessaire, voire vital pour demain, pour le coup. Donc, j'ai réussi déjà à construire des briques. En revanche, ce qui a été mis en avant aujourd'hui, c'est vraiment le lien, en fait, entre toutes ces briques. Et le fait aussi de ne pas non plus s'emballer à mettre plein de briques sans que celles qui sont déjà posées, les outils qui sont déjà posés, au service principalement, donc, de mon expérience client aujourd'hui ou demain de l'acquisition, qu'elles soient déjà bien utilisées et ancrées avant d'en mettre d'autres. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait une accélération de l'IA. Et donc, ça m'a permis, en tout cas, avec les noms d'outils et les process qu'on a reposés, d'avoir aussi des priorités à mettre en place par rapport à cette digitalisation. Donc, des KPI liés à ça, ça va être nécessaire si tu veux sortir de l'opérationnel. Et puis ensuite, utiliser l'IA. Tu vois, par exemple, même là, dans le cadre de ce consulting et dans tous les suivis, ce qu'on fait, c'est que nous, on utilise de l'IA en interne. On a des plateformes qu'on a développées en IA. On a aussi juste des GPTs qu'on a développés en IA et qui font que toute la donnée est liée à l'intérieur et on peut poser des questions et travailler dessus. C'est ce que tu devrais faire par dossier. Tu pourras, si c'est bien structuré, poser n'importe quelle question à une base de données. Boum, tu as toutes les informations en 2 secondes. Et donc ça va te permettre du reporting, ça va te permettre de la veille, ça va te permettre du contenu pour améliorer les choses et ça va te permettre de faire un gain de temps considérable par collaborateur. Parce que si chaque collaborateur qui monte sur un dossier, il doit prendre connaissance du dossier de A à Z, ensuite faire un rapport, faire un truc, faire un machin, c'est peut-être 1 heure par call et par collaborateur que tu fais gagner chaque semaine. C'est énorme le gain de temps. La problématique des entrepreneurs de niche comme ça, et encore plus quand c'est de la spécialisation, où il y a une expertise en face, ont du mal à automatiser ou ont du mal à utiliser l'intelligence artificielle parce qu'ils ont l'impression de voler leurs clients. Ils se disent, mon client me paye et me paye cher parce que j'ai de la matière grise. En réalité, ils ont de la matière grise, mais ce sont souvent des gens qui ont fait des diplômes. Les diplômes, ils les ont fait il y a de ça 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans parfois. Oui, ils ont de l'expérience, c'est indéniable et c'est ce pourquoi on fait appel à eux pour leur raisonnement, pour leur expérience, pour leur expertise et pour tout ce qu'ils ont pu vivre et autres. Mais la réalité, c'est que l'IA a une capacité à retrouver des informations et faire des liens qui est bien plus puissante que n'importe quel humain. Donc, continuer à penser qu'utiliser l'automatisation ou l'intelligence artificielle, c'est léser ses clients, c'est ne pas la comprendre. Au contraire, ne pas l'utiliser, c'est accepter délibérément de léser ses clients et de leur offrir une moindre qualité. Parce que l'idée, c'est 70% et non 100%. Donc dans les 30% restants, elles ou ses équipes vont pouvoir apporter leur plus grande valeur ajoutée, de la relecture, de la synthèse, de la réflexion, de la déduction, un libre arbitre qui fait que les liens vont pouvoir se faire. C'est là où est la valeur. Tout le reste, il peut être délégué à des outils, à une IA ou à des tiers, peu importe. Et c'est hyper important de le comprendre pour tous les entrepreneurs. Vient la dernière priorité, expérience client et LTV. LTV, donc Lifetime Value, valeur vie du client. Il y a plusieurs actions. Tu as le fait de créer une offre récurrente post-mission ou en tout cas déjà la pré-closer en amont du travail de façon à lui offrir une roadmap claire et puis continuer la collaboration de la manière la plus intelligente possible. 2, mettre en place un parcours client premium et puis on va le voir dans un instant plus en détail. Et puis 3, le fait d'avoir un programme ambassadeur. Aujourd'hui, tu dépends essentiellement de la mise en relation, de la recommandation, c'est très bien. Est-ce que tu rémunères tes recommandations ? Donc les gens le font nativement, naturellement. Est-ce que tu le demandes ou ils le font sans demande ? Non, je demande pas. Ok, donc 1, tu demandes pas, 2, tu rémunères pas et pourtant c'est un vrai atout pour toi. Imagine demain si 1, t'apprenais à le demander et 2, t'apprenais à le récompenser de manière intelligente sans forcément forcer. Naturellement, tu auras un effet de levier beaucoup plus gros. D'où l'importance aussi de te staffer au niveau de l'acquisition. Parce que là, en termes d'acquisition, tu te rends compte que 1, on a amélioré avec clarté ton site et ta capacité à pouvoir vraiment faire une VSL ou vraiment ce genre de choses sur lesquelles tu travailles déjà. 2, on a revu ton positionnement et ton offre de façon à ce soit encore plus clair, encore plus sexy et que ce soit encore plus facile d'attirer les clients qu'on a déjà. 3, on a mis en place une stratégie pour que tu puisses être plus présente sur LinkedIn, créer une autorité autour de toi, aller sur différents podcasts, différents médias, différents réseaux, différents journaux, etc. Donc naturellement, tu auras plus de visibilité. Et la 4, l'objectif, c'est de faire en sorte de réellement capitaliser sur tes clients déjà acquis et satisfaits pour qu'ils te recommandent. Donc ça, c'est le dernier point. Avant de parler du parcours client, je ferai un petit schéma pour illustrer le propos. Mais la partie ambassadeur, c'est hyper important. Le point clé, finalement, ça tient en un mot, c'est la relation. Si les gens ont confiance en toi et qu'il y a une relation qui est établie, que tu les aies en visio, que tu les aies en appel, que tu les aies en WhatsApp, que tu les aies en mail, que tu les aies dans une salle de conférence au Grand Rex ou je sais pas où, peu importe en fait. Ce qui compte, c'est 1, est-ce que mon offre ambassadeur, elle est sexy ? En d'autres termes, quand tu vends un produit
ou quand tu vends un poste ou quand tu vends une offre de recommandation ambassadeur, pour moi, c'est la même chose. C'est les mêmes principes marketing. Quel est le persona qui va hook, qui va catcher à mon offre ambassadeur, qui va être attiré par celle-ci? C'est quoi l'offre idéale, l'offre parfaite pour qu'il ait envie de me recommander? Peut-être qu'il y aura plusieurs personas. Je te donne un exemple. Imaginons une boîte de 300 collaborateurs. L'intérêt qui va faire qu'elle va te recommander à d'autres boîtes de 300 collaborateurs est complètement différent que l'intérêt d'une boîte de 30. Une boîte qui est là pour de la transmission, elle est complètement différente qu'une boîte potentiellement qui est là sur de la structuration liée à de la croissance. Tu vois, c'est vraiment la connaissance et la maîtrise de l'avatar qui va faire que tu vas pouvoir lui proposer quelque chose de plus ou moins différent. Ça se trouve, pour celui qui fait de la transmission, ça va être de lui offrir, je te dis une bêtise, un audit ou un consulting spécifique pour celui qui va reprendre la boîte à l'issue avec quelque chose de plus poussé ou un rabais dessus ou peu importe. Pour un autre, ce sera juste de l'argent. C'est toutes ces questions que tu dois te poser et de là, tu vas pouvoir établir plusieurs offres, les tester sur un petit échantillon et puis les déployer. C'est quoi ce petit échantillon? Cet échantillon, il dépend du coup de ta capacité à établir des relations avec les 16 personnes. Dans les 16 personnes que tu m'as évoquées, tu m'as dit qu'il y en avait potentiellement 3 qui allaient continuer. Ok, c'est pas grave. Ça veut dire qu'avec 13 autres, enfin, voire les 16 au total, mais finalement, il y a 13 autres où tu n'as pas l'opportunité de tout de suite les recloser, sauf peut-être avec les offres qu'on a designées tout à l'heure, mais tu as en tout cas l'opportunité de les solliciter pour qu'ils te recommandent à d'autres. Parce qu'ils connaissent des TPE, ils connaissent des entreprises, ils ont vécu le parcours et j'espère, je pense, en tout cas, ils sont satisfaits. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi eux qui sont tes meilleurs ambassadeurs au sens de donner un avis. Sur ton LinkedIn, ils doivent mettre un avis. Pas forcément besoin de mettre un Trustpilot ou autre, sauf si tu en as l'envie, mais c'est à double tranchant le Trustpilot. Si c'est du local et quand tu auras tes bureaux, tu fais une feuille Google My Business et là, tu peux demander à mettre 5 étoiles ou autre. Spontanément, ça rassurera les gens s'ils veulent venir à tes bureaux. Si tes bureaux, c'est un asset au sens de la vidéo, etc. Ce que je te recommande de faire, parce que finalement, dans une stratégie personal branding, c'est quand même mieux si tu fais des vidéos dans tes bureaux avec ton logo que dans ta voiture ou dans ton salon. Puis en plus, ça rassurera les gens. Non, mais c'est réel, hein. Ouais, c'est On clair. en rigole, mais c'est réel. Et du coup, tu vois, avec les belles couleurs, les beaux trucs, ajuster à ton logo, ajuster à ton nouveau site, toutes ces choses-là. Puis après, tu déploies, quoi. Pour ce qui est de l'expérience client standardisée, là, en fait, il y a plusieurs axes. Je vais faire un petit schéma parce que ça sera beaucoup plus visuel, beaucoup plus clair. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ton parcours client, la réalité, c'est que pour beaucoup d'entrepreneurs, il commence ici quand le client a signé. Donc ça, c'est la signature du devis, du deal, etc. En vrai, hop, la signature, elle se passe plutôt ici. Ça, c'est quand le client, il devient client, signature. Ok. Et tout ce qui est avant, on va le mettre en jaune. Hop, c'est la phase d'acquisition, marketing, qualification, vente avec les différents touchpoints qui font que la personne va avoir besoin de plus ou moins d'éléments de confiance et de réassurance pour devenir client chez toi. Donc ces éléments de confiance et de réassurance, selon la typologie d'avatar et puis la source de l'acquisition, il faut les identifier, il faut donc les analyser et pour ça, il faut traquer. D'où la question que je t'avais posée initialement, est-ce que tu as un CRM? Tu m'as dit que oui. Donc l'objectif, ça va être d'aller plus loin que tout ce qu'on a déjà vu à travers de l'acquisition qu'on a évoqué et puis d'identifier à chaque fois tous ces touchpoints. Là, on va les mettre en rouge parce qu'à chaque fois, ils vont trigger un nouveau levier faisant se rapprocher l'individu de la signature. Et certains, tu vas voir, ils sont ici, par exemple. D'autres, ils sont là. Et puis, ça se trouve, il y en a qui sont là. Mais pour le moment, avec ce qu'on a établi, on va essayer de se concentrer sur eux parce que ce sera essentiellement de la mise en relation, ce sera essentiellement des gens qui découvrent sur les réseaux, etc. Une fois qu'ils ont signé, et donc qu'on est à partir de là dans le vert parce qu'ils sont clients, il y a encore 2 phases. La première phase, c'est finalement toute cette phase-là, hop, où ils sont en attente de la livraison de quelque chose, ce pourquoi ils ont payé initialement. Ça peut être l'audit flash, ça peut être ton offre signature, ça peut être toute autre chose. Mais en tout cas, il y a une relation contractuelle qui a démarré ici suite à la signature. Et puis ici, on a théoriquement la livraison finale ou en tout cas la fin de la collaboration par rapport à la mission. Là aussi, au fur et à mesure de la collaboration, il y a plein de touchpoints
qui vont pouvoir faire en sorte d'améliorer la collaboration et puis de faire en sorte qu'ils se disent « Ah waouh, cette boîte c'est extraordinaire » et ils vont commencer à te recommander peut-être même avant la fin du cycle de travail que vous avez initié ensemble. Donc déjà, le premier point ici, théoriquement, c'est l'onboarding. Donc comment ton onboarding est pensé et créé de façon à ce que ce soit extrêmement fluide et qualitatif pour qu'ils se disent oh, « C'est incroyable, j'ai jamais vécu ça ». Ensuite de ça, après l'onboarding, eh bien, c'est la livraison du premier audit ou en tout cas du premier retour pour cadrer la collaboration et savoir exactement ce qui va être travaillé. L'idée, c'est que là, ça soit vraiment au-delà, tu vois, je mets des petits plus, au-delà des espérances de ce pourquoi il a signé, pour qu'ils disent wow, « c'est fou ». Puis là, le but, c'est rapidement d'avoir des quick wins de façon à ce que la personne dégage rapidement de la valeur de la chose. J'ai mis quelques touch points, il peut y en avoir d'autres, peu importe, ça dépend de la durée et de ce qui a été vendu. Mais finalement, tout ce parcours client, il doit vraiment être calibré avec des KPI clés, avec de la visibilité et tu dois te dire, OK, en moyenne ici, combien de temps ça prend ? Quelle énergie ça demande? Quelles ressources sont mobilisées? Comment améliorer la chose? Qu'est-ce qui pourrait faire que la personne est encore plus satisfaite? Pareil ici, pareil là, pareil là. Et pour ça, il faut traquer la data, mais aussi parfois faire ce qu'on appelle des voice of customer, où tu vas simplement leur poser la question, leur envoyer un formulaire. Alors soit un formulaire type NPS, pour justement qui va être le Net Promoter Score et donc identifier s'ils veulent te recommander, ou des formulaires juste de satisfaction. Mais attention à la pondération de ce formulaire de satisfaction, à identifier combien en proportion des gens que tu accompagnes utilisent et font ce formulaire de satisfaction pour faire en sorte que ça ait vraiment de la valeur. Et puis ensuite, il y a la partie post-livraison qu'on va mettre ici en violet. En gros, là, on a terminé notre première collaboration. Super, 3 options s'offrent à nous. Allez, 4. 1, arrêter, c'est terminé. Ok, nos chemins s'arrêtent ici, c'était un plaisir. 2, continuer, mais peut-être plus tard, parce que c'est pas forcément le bon moment pour moi, mais par contre, on a de la visibilité, tu sais exactement quand le follow-up, tu lui as partagé quelque chose pour qu'il puisse continuer à avancer en autonomie, etc. 3, continuer, et donc là, faire en sorte tout de suite de le re-signer sur quelque chose d'autre, et puis on reprend le cycle. Et 4, l'un des 3, plus le fait qu'il devienne ambassadeur et qu'il te recommande à différentes personnes. Ça se trouve, la partie ambassadeur, elle n'a pas forcément démarré ici, mais elle a peut-être démarré là. Et le cycle de vie de l'ambassadeur, qui fait qu'il va te recommander à des personnes, va continuer jusqu'à ce qu'il ait plus personne à te recommander, ou jusqu'à ce qu'il t'oublie, ou jusqu'à ce que ta boîte s'arrête, ou jusqu'à ce qu'il y ait une friction, peu importe laquelle. Mais dans tous les cas, au même titre qu'à la fin de chaque appel, quel que soit l'appel, eh bien, il y a des choses qui se mettent en place. Il faut absolument qu'il y ait là aussi des touch points qui soient déjà établis. C'est-à-dire que quand tu vas être dans ta phase ici de qualification, prospection, closing, ce qu'il va falloir déterminer, c'est qu'à la fin de chaque appel, tant que la personne n'a pas signé une lettre de mission ou quelle que soit la chose, eh bien, on va pouvoir la relancer. On sait déjà quand est-ce qu'on doit la relancer. C'est hyper important. Du coup, il faut à chaque fois faire en sorte que la personne, elle ait le rendez-vous derrière avec toi pour continuer, ou avec toi ou ton C. Là, c'est pareil. Ok, c'est pas le bon moment maintenant, mais il faut pas qu'on soit dans de la vente pure, mais plus dans du suivi et que ça se ressente. Et je pense que l'intention est là dans tous les cas, donc c'est capital. Et donc c'est en essayant de faire presque de l'anti-vente ou en donnant de la valeur que les gens vont vouloir continuer à travailler avec toi. Donc en fait, ton expérience client et ton cycle de vie du client, il est capital, il se décompose en 3 phases, l'avant, le pendant et l'après. Et puis, tu as une phase intermédiaire qui va être le côté ambassadeur. Et à chaque fois, il y a des touch points clairs qui doivent être identifiés, des sortes de points en fait de balises, avec des KPI qui doivent être établis pour pouvoir les améliorer. Et puis, en face de chaque KPI, déterminer la personne qui est responsable de cette KPI. Donc, parfois, ça peut être subjectif, parfois, ça peut être très objectif et rationnel, mais dans tous les cas, elles doivent exister et puis on doit en avoir conscience. Est-ce que tu as des questions là-dessus ? Non, c'est très clair. Parfait. Les priorités principales dont je ressors aujourd'hui, notamment pour 26 et 27, c'est vraiment avoir une offre qui est beaucoup plus de niche par rapport à ce que je peux proposer aujourd'hui. À pas hésiter aussi à aller pousser, en tout cas les recrutements ou les mises en place de ressources nécessaires pour aller faire ensuite, en tout cas pousser l'acquisition client de façon plus pérenne. Maintenant qu'on a fait tous les différents points, est-ce que tu as des questions qui restent sans réponse ou des sujets qui nécessiteraient un petit peu plus de clarté pour pouvoir avancer ? Ce qui reste le plus opaque pour moi, c'est vraiment la partie market, dans le sens où, honnêtement, je ne sais pas vers qui aller pour opérer ça. En fait, c'est plutôt les prestats que j'ai pas trouvé ou que j'arrive pas à détecter par rapport au niveau que je veux, en fait.
Et c'est juste ça qui me bloque pour aller opérer en fait les choses clairement aujourd'hui. Le reste après j'ai les prestats où ça conforte mes idées sur d'autres choses, donc j'ai pas de sujet pour le coup, ce qui est déjà pas mal, hein. Il y a qu'un point. Mais c'est un point important en tout cas pour moi qui me bloque aussi beaucoup aujourd'hui. Ouais, donc là on a en fait deux éléments sur lesquels toi tu es supérieur à ton prestataire, dans le sens où tu as une connaissance plus approfondie et de ton marché, mais aussi de tes besoins et de ton niveau d'exigence. Et vu que c'est une production intellectuelle que tu pourrais opérer mieux parce que, en fait, assister ou avec un peu de temps dessus, tu peux être plus satisfaite en la produisant toi. En fait, ma cible, je la connais tellement bien. Je sais pas si je pourrais apprendre à quelqu'un aussi bien que ce que je connais de mon métier. Ou en tout cas, ça va prendre du temps. Maintenant, je veux pas perdre du temps dans opérer les choses. Donc, par exemple, à refaire mon site, je serais capable de le faire, je le sais, mais je ne veux pas. Aller gérer l'aspect VSL, etc. Je sais aussi que je pourrais le faire, mais je ne le veux pas, en fait. Je voudrais, en fait, que ce soit fait, clairement, là-dessus. Et ça, j'arrive pas à trouver le prestat qui va faire que je reste dans l'envie et l'image que j'ai envie de donner, en fait, clairement. Et donc, ce que tu voudrais, c'est trouver ce bon prestat sur la partie VSL, la partie copywriting et la partie refonte de site web. Sur la partie acquisition, du coup, au sens large, Et qu'est-ce que tu as déjà essayé qui n'a pas fonctionné? Bon, j'ai déjà essayé des recherches LinkedIn. J'ai sûrement pas passé assez de temps aussi, ou de la reco sur certaines personnes. Mais c'est vrai en toute humilité, il y en a peu qui ont ce niveau-là aujourd'hui, qui veulent ce niveau-là en fait, et qui ont une type de clientèle aussi exigeante. Il y a le mass market, mais il y a aussi le reste où je veux rester premium parce que je sais que ça marche et je sais que j'ai ma valeur ajoutée là en fait. Regarde tes process aujourd'hui de sélection de tes collaborateurs. Tu leur fais faire un test avant de les recruter. Est-ce que tu fais la même chose au niveau des prestats? Non. Et pourquoi t'as pas la même relation ni le même standard d'exigence envers des prestataires qui vont te proposer des fondations que tu vas utiliser pendant des mois, voire des années, là où un collaborateur, sur une phase de test. Je suis peut-être pas assez exigeante dans mon process, c'est assez clair. C'est-à-dire que j'ai peut-être tendance, effectivement, à faire trop confiance tout de suite parce que c'est venu par reco et ça délivre pas comme je veux, quoi. Est-ce que c'est pas non plus parce que tu t'intéresses moins à ce sujet? Peut-être. Et donc, tu y mets moins d'importance sur le process de recrutement. Et donc, c'est plus facile pour toi de dire, vas-y, tu me le recommandes, je vais tester. Ouais, c'est probable. Donc, tu sais recruter, tu sais tester, tu sais évaluer un livrable, même si tu ne connais pas leur métier. Ou est-ce que tu pourrais mettre juste un peu plus d'attention ou d'effort? Je pense dans le cahier des charges. Ouais. Et dans le fait de, comme on l'avait fait avec Mélissa, de faire une scorecard et de se dire que si ça ne répond pas à ça, c'est out en fait. Ouais. Et puis d'en benchmarker plusieurs. Chose que peut-être tu as moins fait puisque tu prenais les recos ou les profils LinkedIn. Alors il y a une autre chose aussi qui m'a bloqué beaucoup. C'est de la technicité de tous les postes. Ça, j'avais travaillé ça avec du coup mon coach aussi. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu veux quelque chose, mais par contre, tu connais pas forcément les postes à trouver à y associer ou la compétence associée. Surtout en market, c'est quand même très technique. Il y a beaucoup de choses entre community manager, copywriter, etc. J'avoue, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc, c'est aussi comment, par rapport à mon cahier des charges que je dois plus écrire, c'est une évidence. Comment je vais aller trouver les profils et les noms et les typologies où on trouve pas mal de choses aujourd'hui sur le marché d'un point de vue pas du tout market, quoi, grosso modo. On connaît, tu nous demandes? Il y a effectivement ça. Après, déjà sur toute la partie LinkedIn, en vrai, tu fais quelques photos sympas. Tu vois, même une photo que tu publies à l'issue du consulting ou autre, des photos cool. Et tu peux tout faire en IA. Pas besoin de prestat LinkedIn. Non, à ton niveau de poste, etc. Avec un cloud bien paramétré, avec tout l'historique de poste que tu as, avec de la data que tu peux lui injecter. C'est typiquement un sujet qu'on a déjà évoqué dans certaines de nos masterclass, etc. Pas besoin. Et d'autant plus qu'elle maîtrise bien la conception de GPTs pour l'assister au quotidien. Donc en fait, tu peux te créer un GPTs copywriter qui a dans sa base de données des typologies de postes qui fonctionnent et qui toi te plaisent et lui donner peut-être tes 3 à 10 meilleurs postes qui sont dans ton ADN. Et à partir de cette base-là, en fait, ça va beaucoup plus vite et c'est plus pertinent. Donc aujourd'hui, le copy, à mon sens, avec ton expérience, ton intelligence et ta capacité à setup ton environnement, tu peux t'en passer sur la création de contenu quotidienne. 100%. Ça, c'est 100%. Donc là-dessus, moi, c'est ce que je ferais si j'étais à ta place. Donc on procède par élimination, LinkedIn, c'est réglé. Ça y est. Voilà. Ça, c'était le plus facile. Voilà. Non, mais c'est clair, mais ça, je suis à l'aise, ouais. Et la partie VSL, là aussi, l'IA peut vraiment aider. Et dans tous les cas, aujourd'hui, ton système d'acquisition, tu vas pas dès demain déployer des gros budgets sur Meta ou autre. Moi, avec ce qu'on a évoqué, tu vois, booster ton système de recommandation,
booster ton côté LinkedIn où tu essaies de faire un post par jour ou un post tous les 2 jours, mais vu que c'est de l'IA et c'est juste de la routine, 15 minutes de temps en temps, etc., ça peut le faire. Améliorer ton site, ça va te coûter peut-être entre 1000 et 2500 euros, mais par contre, tu auras un Calendly, ce sera propre et tu envoies ton trafic dessus via ton LinkedIn, etc. La stratégie RP, La stratégie qui notamment RP, a déjà un peu démarré. 100%, la stratégie RP et puis du Google. Du Google sur mots-clés, en sectoriel et en intentionniste. Et ça, tu prends qui pour ça, par exemple? ChatGPT et Ok. notre expert acquisition Google. Ok. On peut te faire un call avec qui va juste t'expliquer les choses de base et puis comment tu mets en place les choses. Et aujourd'hui, je veux dire, une entrepreneur de ton niveau de chiffre d'affaires n'a pas besoin de faire appel à des prestataires extérieurs qui vont te facturer plusieurs milliers d'euros pour mettre en place des choses que tu ferais aussi bien, si ce n'est mieux qu'eux, avec ta maîtrise de ton marché et l'IA. Ma vision n'a pas évolué après ce consulting. En revanche, la manière ou les priorités pour arriver à cette vision ont été challengées à juste titre et ont été ordonnées. Et ça, je pense que ça donne un cadre qui permet d'aller performer demain. Maintenant, l'étape suivante, ça va être de planifier la suite. Donc l'idée, c'est que la semaine prochaine, tu puisses faire un call avec Anis. Le but du call, c'est restitution de l'ensemble du plan d'action et réponse à tes questions s'il y en a encore. Et puis, on pourra aussi faire un call, toi et moi, d'environ une demi-heure pour faire le point. Voilà, super. Beaucoup d'entrepreneurs, quand ils se lancent, notamment les experts ou autres, mais pas que, effectivement, sont dans ce mode artisan. Je pense qu'elle en a conscience. Maintenant, dire qu'elle repart comme un entrepreneur et que sa posture est changée tout de suite, ça serait se fourvoyer parce que c'est un process qui prend du temps. Ça se fait pas instantanément. C'est progressif et c'est au travers de petits changements, de petites habitudes, de petits éléments, de plein de choses qu'on va pouvoir justement ajuster ces points et on le verra dans l'implémentation, dans l'évolution, dans les semaines à venir. Est-ce qu'elle va appliquer ce qu'on lui a partagé? Est-ce qu'elle va bien intégrer la personne qu'elle va recruter? Est-ce qu'elle va anticiper les recrutements à venir? Est-ce qu'elle va avancer de cette façon pour pouvoir faire en sorte de désolidariser son entreprise de sa personne et les résultats de l'entreprise de son travail? Je garde effectivement chaque jour en tête l'océan bleu, ce qui permet de rester focus aussi sur ses objectifs. Ce consulting m'a vraiment déclenché le fait qu'il faut que j'assoie cette notoriété et cette différenciation, donc par ma communication, que même je l'accélère en fait, pour le coup. Donc les premières priorités vont être bien sûr de communiquer encore plus sur cet océan bleu par rapport aux priorités qu'on a triées, aussi bien au niveau d'ailleurs de mes prospects que de ma communication en général. Je ressors de ce consulting avec une énergie d'un entrepreneur qui a envie de péter la baraque. Rapidement, ce call, il a pour seul et unique but de faire le point après plus ou moins un mois de notre session. Comment ça avance? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre? Est-ce qu'il y a des problématiques ou des sujets sur lesquels je peux spécifiquement t'aider? Est-ce que tu as des questions? En d'autres termes, est-ce que tout se passe bien? Et comment je peux apporter ma contribution pour m'assurer que les objectifs soient atteints dans les semaines et dans les mois à venir? Et puis aussi faire un petit point justement sur tout ce que tu as mis en place depuis le consulting qu'on a eu ensemble. Eh ben écoute, ça m'a mis un vrai coup d'accélérateur. En tout cas, ça c'est sûr. Donc merci. Là, je suis dans la phase où j'essaie de prioriser parce qu'il y a pas mal de choses à pousser, mais je me mets pas non plus une pression de dingue. Néanmoins, quand je fais le bilan en 3 semaines, il y a beaucoup de choses qui ont été lancées ou ont déjà été faites. Ça m'a permis de me reposer sur le rôle que je voulais avoir demain. Tu vois, sortir de l'artisanat et donc de voir plus grand sur ce rôle de CEO. Du coup, j'ai documenté énormément de process, notamment depuis qu'on s'est vu en 3 semaines pour l'arrivée aussi de mon collaborateur. Donc j'ai fait une plateforme de process et donc j'ai documenté au fur et à mesure avec les rôles des pôles et le niveau de qualité que j'attendais de chaque chose. Donc ça c'est top, je suis très contente. J'ai poussé aussi mon parcours client pour 2 raisons. D'une part pour continuer sur la qualité et ce que je vais apporter par rapport à l'offre, mais aussi pour essayer d'automatiser pas mal de choses où je perds beaucoup de temps aujourd'hui. Donc ça, j'ai envie de dire, ça va suivre son cours et on va dire que d'ici 2-3 mois, ça devrait quand même me changer la vie. Donc ça, c'est super chouette. Donc en gros, virage IA et automatisation, virage structuration assez importante et écrit des choses. Sur l'offre, donc je vais vraiment me concentrer sur l'offre phare, tu vois, comme on a vu, qui est celle de la structuration. Donc ça, c'est un peu plus long. En tout cas, en 3 semaines, je l'ai pas finalisé. Et c'est un peu clé pour ensuite mon acquisition derrière.
Donc ma VSL avance pas du tout et ça c'est très frustrant. Je me sens pas forcément bien accompagnée sur ces sujets et tu vois sur l'acquisition. Donc ça reste le point noir 3 semaines après en me disant comment je fais pour avancer sur ce sujet-là, quoi, tu vois. Ce sujet VSL, justement, excuse-moi, je te coupe, tu dis que t'es pas très bien accompagné et tout. C'est par rapport à l'agence que tu as sollicité que tu dis ça, ou est-ce que nous on pourrait t'accompagner mieux sur certains sujets liés à ça? Je pense que l'agence, ça va pas du tout fonctionner. Je veux pas renier mon niveau d'exigence et je connais ma cible qui peut être aussi particulière et que tu connais bien aussi. Et là, j'arrive pas à trouver chaussure à mon pied pour me dire, ok, je délègue et les yeux fermés, je sais que ça va être quali. Ça, j'y arrive pas du tout. Donc c'est mon gros point de frustration et surtout j'aimerais vraiment avancer mais j'arrive pas à trouver les personnes à qui déléguer avec l'excellence que je souhaite, quoi, grosso modo. Il y a peut-être un truc qu'on n'arrive pas à communiquer, tu vois, avec le copywriter, peut-être que j'ai mes torts et lui aussi, mais je pense que c'est trop complexe pour eux de comprendre vraiment ma cible et donc le message à faire passer. Donc mécaniquement ça faut quelqu'un qui comprenne ça et donc le besoin est difficilement accessible pour eux, je pense. Ok. Ça fait un truc, tu vois, Océan Rouge et pas du tout Océan Bleu dans la VSL, quoi. C'est trop du vu et du revu, quoi. Quand t'es face à cette problématique, tu vois, faut pas hésiter à leur faire comprendre aux prestataires. Parce qu'en fait, tu laisses entre les mains de prestataires la clé qui va te permettre de pouvoir scale au niveau de ton acquisition. Donc en fait, chaque jour qui passe, ce prestataire te fait perdre de l'argent. Pas aujourd'hui en tant que tel, mais imagine que dès lors que tu vas la lancer, si tu la lances bien, tous les jours, tu vas pouvoir gagner 1000, 2000, 3000, 4000 euros par jour, par semaine, potentiellement. Et donc, ça te fait en fait une dette différée dans le temps, comme une sorte de dette technique. Donc là, c'est une dette d'acquisition. Ou pendant ce temps-là, il y a peut-être d'autres acteurs moins bons que toi qui font de l'acquisition sur ces clients. Quitte à ce que nous, on t'aide à le mettre en place, on le fera, tu vois. On est vraiment là pour t'aider et te faire avancer. Moi, je pense que la réponse, je l'ai déjà, si tu veux, et que je pense que ça le fera pas pour plein de raisons. Donc, pour moi, il faut déjà que j'avance. Pour l'instant, je continue pas la facturation, parce que du coup, j'ai pas voulu en attendre d'avoir quelque chose de propre par rapport à ce que j'avais déjà engagé. L'objectif, c'est de passer déjà, tu vois, l'étape d'après et d'avancer autrement, en fait. Pour moi, c'est le plus gros bloc à travailler pour plusieurs raisons. C'est ce qui va me permettre de scaler vraiment et d'accélérer l'année prochaine. Et tu vois, du coup, j'ai l'impression que ça avance pas. Et en plus, c'est une partie que je vais plutôt déléguer que traiter uniquement moi. Donc, ça m'agace. Mais j'ai prévu de recontacter aussi pour mon site internet, si tu veux, pour le switcher en tunnel de vente versus site vitrine, entre guillemets. Donc voilà, c'est un peu les sujets en stand-by en ce moment et auxquels... je sens pas que ça avance et je me sens pas en confiance pour avancer avec quelqu'un autour de moi, tu vois, avec une équipe sur ces sujets. Assurément, si tu fais bien les exercices avec un membre de l'équipe, un référent, que vous posez les choses et que tu utilises ne serait-ce que notre IA à nous interne qu'on met à disposition de tous les clients entrepreneurs.com pour faire une VSL et que tu la cadres bien, tu mets les bons éléments, les bons inputs, que tout est bien mis en place, tu en ressortiras un script en ajustant quelques éléments peut-être de ton côté avec tes mots en tant qu'experte qui sera aussi bon, si ce n'est meilleur, pour 0 € gratuit, tu vois. C'est sûr que je sais ce que je veux, donc du coup, mécaniquement, je sais aussi où je ne veux pas aller, et je veux pas être en demi-teinte. Je sais plus si c'est toi qui avais sorti ça, personne aime le tiède. Et si je renie maintenant ça, c'est mort pour la suite, donc je lâcherai pas pour le coup. Donc autant que je m'en occupe et que je délègue les autres parties dans ce cas-là, enfin, avec l'accompagnement entrepreneurs, hein, c'est sûr. Ouais, complètement. Hyper clair pour moi. Bravo également pour tout ce qui a été mis en place et ce qui va l'être dans les semaines, mois à venir. Est-ce que t'as des questions auxquelles je pourrais répondre pour te permettre d'avancer encore mieux? Vous m'avez déjà énormément apporté en fait lors du consulting et c'était assez clair, tu vois, sur notamment là tout ce qui était les process, les outils, etc. que j'utilise. Donc hormis ça et après voilà, c'était la partie acquisition. Le reste, je suis lancée quoi. Donc ça va, c'est assez clair aussi dans ma tête et je pense que ça va être après 2026 sur ma prise de posture aussi qui va forcément faire évoluer les choses pour le coup. Ouais, et pose-toi la question, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour faire évoluer ta posture? Parce que la pire des choses qui pourrait t'arriver, c'est que tu évolues moins vite que ta boîte. Donc il faut vraiment que tu travailles aussi là-dessus. Aujourd'hui, ça reste une échelle, on va appeler ça l'échelle humaine. Demain, ça va être l'échelle industrielle pour toi, en restant dans ton domaine et en gardant le contact humain. Mais faut t'ouvrir à ça. Et puis te poser la question, avec tous les outils qu'on m'a partagés, ça va aller très vite. Je dois déjà préparer demain. Et donc comment je fais pour me préparer à demain en tant qu'entrepreneur, dans mes compétences, dans ma posture, dans mes initiatives, dans ma vision, dans ma stratégie, dans tout ça, pour être sûr de pas te faire dépasser par la boîte elle-même. Super conseil pour le coup. On en revient effectivement au point numéro 1 sur la vision, la posture et la stratégie.
il faut pas que je la perde pour le coup de vue, ça c'est sûr. Clairement. Super. Bah écoute, si t'as pas de questions, si tout est clair et s'il y a plus de problématiques qui peuvent t'empêcher d'avancer, moi mon job il est fait, hein, je suis content. Non, mais vous avez aussi une bonne équipe derrière et je suis super bien accompagnée aussi pour avancer. Donc faut vraiment mettre le bon focus là sur les mois à venir. Mais le reste, il y a quand même une grosse majorité où ça va entre guillemets. Donc il y a plus qu'à être sur le terrain maintenant et que ça avance, hein, grosso modo. Donc voilà. Ok, hyper clair. Bah écoute Stéphanie, c'était un plaisir d'avoir de tes news, au plaisir de te croiser dans un autre séminaire et surtout voir comment les choses vont évoluer. Et puis let's go. Merci beaucoup Alec en tout Magnifique. cas. À bientôt. Ciao ciao. Salut. Au revoir.